Hein, celui-là. C'est bien. Bon, t'as lancé le direct? Ah, c'est déjà lancé. Je vous relance. Ah, c'est pareil. Alors, par contre, ah bah, c'est pas grave. Je ne vois pas les commentaires. Moi. C'est commencé déjà? Ouais. Ça va? Souriez parce qu'il est en train de vous filmer là. Alors, elles sont toutes célibataires. Non, je préviens les gens de Facebook. Alors, bonsoir à toutes, bien sûr. Et à tous. Alors, c'est marqué dans la Gemara dans Brachot. C'est marqué Kolmi Gdola Dea, elle est grande, la Dea, chez Kolmi Sheshbodea Kilu Nivne Bet Amigdash Miyamav. Je traduis. Elle est grande, la Dea. Bon, c'est un mot qui est dur à traduire, on va voir. La conscience ou la connaissance. Que tout celui qui a la Dea, c'est comme si il a reconstruit le temple de son vivant. C'est un langage un peu bizarre. C'est quoi la Dea? Alors, la DA, c'est l'intelligence, c'est aussi, on a dit la conscience, le da'at, c'est la conscience, c'est aussi la connaissance, la da'at, c'est-à-dire le savoir, et c'est aussi la volonté. Parce que quand on dit baiser da'at ataosedze, c'est-à-dire dans quelle intention tu fais cela. Donc maintenant, comment comprendre que le mot da'at, il veut dire connaissance, il veut dire conscience, il veut dire volonté. A priori, c'est trois choses qui n'ont rien à voir. D'accord, la connaissance, on cumule des perceptions de la réalité, on est capable de synthétiser des phénomènes, et grâce à ça, on ramasse des choses. Maintenant, la conscience, c'est le lien qu'on a avec la réalité. Quand je suis conscient, par exemple, vous êtes là, moi je suis là. Vous êtes conscient d'être là? Oui, non? Oui? Oui, moi je suis conscient d'être là. Conscient d'être là, ça ne veut pas dire simplement que je ne suis pas en train de dormir, d'accord? Parce qu'il y a des niveaux de conscience. C'est comme quand tu regardes un truc et le gars il passe devant toi et il dit oh tu me vois pas, ah excuse-moi je t'ai pas vu. Ouais, parce que l'autre il est transparent ou parce que toi tu vois loin ou tu avais la tête ailleurs, c'est un syndrome qui a démarré avec Louis XVI, d'accord? Donc tu n'es pas vraiment conscient. Maintenant l'autre il n'est pas conscient qu'il est dans la réalité, l'autre il n'est pas conscient qu'il est marié, d'ailleurs il est en train de draguer la cliente, d'accord? L'autre il n'est pas conscient que les années elles passent. Tu dis ça y est, t'as 38 ans, oh mais non j'ai le temps. Ouais. L'autre il n'est pas conscient que ce qu'il fait, ça a des conséquences graves. Tu sais qu'elle peut tomber enceinte, là. Non, si, elle est enceinte. Ah bon? Ah, j'ai pas pensé, vraiment, Raph, je me rendais pas compte, je pensais pas que ça pouvait en arriver là. Mais écoute, l'Immaculée Conception, ça marchait qu'une fois. Tu as bien compris qu'elle pouvait tomber enceinte. Non, j'entends tellement de langage d'inconscience que des fois, je sais pas si les gens, ils sont là ou ils sont pas là. Ils sont sous anesthésie, ils sont dans le coma, ouais. Ou alors ils survolent, ou ils sont visiteurs, ou ils sont spectateurs, ouais. Et après, d'un seul coup, la réalité, elle les rattrape. Tac! Ah, Raph, j'ai pris conscience, j'ai pris conscience. Donc avant, t'étais pas conscient avant. Ouais. On dit, j'étais conscient sans être conscient. Ouais. Je savais, mais je me rendais pas compte. Bon, je voyais le temps qui passe, mais je me rendais pas compte que on arrive en fin d'année, l'examen arrive. Ouais. Comment ça marche que les gens ils peuvent passer à côté de leur vie en fin de compte? Il dit parce qu'il n'y a pas la conscience. Et la conscience, c'est le hirous, c'est le lien qui existe entre toi et la réalité. Et Da'at, on a dit, c'est aussi la volonté. Que quelqu'un, il doit avoir un projet. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves. D'accord? Tu rentres à la synagogue, tu sais pourquoi. Tu rentres à la fac, tu sais pourquoi. Tu rentres à la maison, tu sais pourquoi. Tu parles à ta femme, tu sais pourquoi. Tu parles à ton fils, tu sais pourquoi. Si tu dis, écoute, franchement, je sais pas, tu sais, moi je vis des trucs comme ça vient, comme ça se présente, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose qui est très importante. Si quelqu'un est allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est que c'est pas lui qui conduit. J'ai peut-être été trop violent. Ouais. Donc, tu prends une limousine, la grande limousine américaine, longue, 11 mètres de long. Tu es assis sur le siège arrière, qui est lui-même à 3 mètres du siège avant. Tu vois le siège avant, il est là. Et tu vois qu'il n'y a personne. Et tu vois que le volant, il bouge. D'accord? Donc, tu es assis à l'arrière d'une voiture et tu vois que la voiture avance. Donc, tu peux constater, même si tu n'as pas un niveau très très haut d'observation, que c'est pas toi qui conduis. Ça va jusque-là ou c'est trop? Ouais. Eh ben, la vie, c'est la route. La voiture, c'est ton corps, et toi, tu es assis à l'arrière. Si tu vois que ton corps fait des choses que tu ne maîtrises pas, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Après, tu dis, ah, c'est pas ce que je voulais dire, ça m'échappait, ou je me rendais pas compte, je voyais pas la gravité. Tu es assis à l'arrière de ta vie, là. Tu es assis à l'arrière de ta vie, mais tu es un malade. Vous savez qu'il y a une loi, même dans la loi profane, que tu dois rester maître de ton véhicule.
Si le gars il pile devant toi, tu rentres dedans, c'est toi qui as tort. Tu dis, attends, il pile devant moi. Il pile devant toi, il fait ce qu'il veut, lui. Lui, il a le droit de s'arrêter. Mais toi, tu dois rester maître de ton véhicule. Donc si tu restes maître de ton véhicule, comment l'autre il a pu abuser de ton corps? Je t'ai pas maître de mon véhicule. Et pourquoi l'autre il s'amuse avec tes émotions? Parce que t'es pas maître de tes émotions. Et pourquoi l'autre il arrive à te pousser à bout? Parce que t'es pas maître de ton véhicule. Et pourquoi toi il te vexe? Parce que t'es pas maître. Et pourquoi toi tu réagis aux compliments? Parce que t'es pas maître. Et ouais, combien on peut être allongé à l'arrière de sa voiture? Combien? Elle avance la voiture. La vie elle passe, le temps il passe, les décisions ils arrivent. Je vois les gens. Ah mais Chitri, je sais pas, je l'épouse, je l'épouse pas. Je fais, attendez, vous le connaissez depuis quand? 3 semaines? 3 jours? Non, 4 ans. 4 ans! 4 ans de coma! Ouais, et là qu'on arrive aux vraies échéances, vraiment, je crois pas qu'il est pour moi. Là j'en ai eu un de folie là. Et, il m'a dit 4 ans, 4 ans. Et je lui dis c'est quoi le problème? Il me dit la Belgique. Le plat pays qui est le mien. Je dis, mais t'as pas mis 4 ans pour te rendre compte qu'elle n'avait pas de poitrine et que ça te dérangeait quand même. Non, c'est un vrai problème d'observation. Ouais. Il dit, oui, mais j'ai jamais vu de photo en relief. Non, ça veut dire que. Il y a deux manières de comprendre. Soit il a un vrai problème d'observation, soit en fait, il n'a pas compris la nuance qui existe entre la raison et le prétexte. Donc, c'est oui ou non? Parce que tant qu'il n'y a pas d'échéance, ça suffit une raison. Mais quand on a une échéance, on est obligé de trouver un prétexte. Maintenant, de vous à moi. Vous êtes jeune, vous êtes sympathique, vous êtes mignon, vous êtes maquillé, ouais. Donc, surtout les garçons. Ouais. Donc, en fait, il y a toujours une échéance. Ben oui. J'ai jamais compris ça, moi. Ouais. Quand j'avais 14 ans, on me disait, mais oh, tu raisonnes comme un mec de 35 ans. Parce qu'il y a des échéances. Et ce soir, tu vas aller dormir, non? Est-ce que tu vas dormir tranquille ou tu vas dire, j'ai perdu ma journée? Ouais. À la fin de l'année, tu as ton bac. Après, je sais pas, là, la fille, tu vas faire une réponse. Oui, non, tu l'épouses, d'accord. Tes enfants, ils attendent, papa, t'es un héros, t'es un zéro. Donc, il y a toujours des échéances. Comment on peut vivre sans échéance? Alors, moi, je sais comment on fait. C'est parce qu'en fait, on peut toujours être insouciant sur le compte d'insoucieux. Vous savez, ça existe, l'insouciance. T'as 14 ans, tu dis bon, je redoute pas, et bon, il fait beau, je fais du vélo. C'est une chanson. La, 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 la. C'est pas grave à 14 ans. Mais à 32 ans, 32, c'est lève. Ouais. Alors je vous dis, l'insouciance, ça existe, mais tu vas être insouciant sur le compte d'insoucieux. Le problème, c'est que au moment où tu vas devoir jouer le rôle du soucieux, si tu n'as pas pris sur toi le souci, tu vas re-être insouciant. Donc l'autre, il est insouciant parce que de toute façon, sa femme, elle assume tout. L'autre, il est insouciant parce que de toute façon, elle est insouciante parce que son mari qui assume tout. Il y en a, c'est les enfants qui font de la morale à la maman pour l'expliquer. Maman, c'est pas normal qu'à ton âge, tu te prennes la tête pour coordonner le sac avec ta jupe, alors que tu as une fille qui est anorexique. Quand même, tu as des choses plus importantes à penser. Non, ça me saoule, ça me paralyse, je me suis cassé un ongle, j'ai envie de mourir. Donc ça veut dire que la personne, en vérité, elle a un problème de conscience. Maintenant qu'elle a un problème de conscience, parce qu'elle a un QI proche de l'oiseau, ce qu'on appelle le QI, d'accord? Ou alors, parce que, au fond, elle a un refus de rencontrer cette réalité, donc elle la fuit. Mais moi, je vous dis un truc. Je vous parle comme à mes enfants. Ouais. Les choix qu'on fuit le plus sont ceux qui nous rattrapent les premiers. Ça va? Donc ça sert à rien de fuir. Ça sert à rien. Parce que le choix, il va te revenir en pleine figure comme ça. Tac! Alors il vaut mieux pas fuir. Je veux dire, faut assumer. Ok, une question, une réponse. C'est bien. Un problème, une solution. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu es devant ton examen, tu dis pas, ah, je le ferai l'année prochaine. Mais non, tu as l'examen là. C'est le 28 mai, c'est la 3e année, pour passer en 4e année, tu passes l'examen. Tu dis, non, je suis pas bien, j'ai mes règles. Mais non, tu fais ton examen, d'accord? Tu fais l'examen. C'est normal. Surtout pour un garçon, c'est quand même assez rare. Ouais. Bien que bientôt, avec le mélange des genres, on pourra si Dieu veut. D'accord? Mais cette logique, c'est quoi? C'est que, on a dit la DA, c'est la connaissance, la da'at. Et la DA, c'est la conscience. Vous avez compris, c'est le da'at. Et en même temps, la DA, c'est la volonté. Maintenant, vous avez bien compris que
Si quelqu'un a la connaissance, d'accord, mais n'a pas la volonté, ça sert à rien. Si quelqu'un il a la conscience et la connaissance, s'il a la volonté et la connaissance, mais il n'a pas la conscience, ça sert à rien. Si quelqu'un il a que la connaissance, mais il n'a pas la volonté et la conscience, ça sert à rien. Si quelqu'un il n'a pas la connaissance, mais il a la volonté et il a la conscience, ça sert à rien. Donc en fait, il faut les trois en même temps. Alors, je vous donne la définition pour ceux qui ont eu l'intelligence de prendre des notes. Ouais, c'est que, qui sont pas nombreux d'ailleurs ce soir. Ouais, c'est que quelqu'un il doit vivre sa connaissance, vivre. C'est pas seulement savoir. Savoir, c'est rien. Les gens, ils sont impressionnés par la connaissance, mais c'est rien. Tu cumules, tu apprends, tu finis par savoir. Ouais. Le problème, c'est pas de savoir, c'est de vivre sa connaissance. Dans la Torah, la connaissance, elle doit être vécue. Quand quelqu'un vit sa connaissance, on dit qu'il a la crainte de Dieu. Quand quelqu'un ne vit pas sa connaissance, on dit qu'il a Maharet. C'est ce qu'a dit la Gemara. Ouais. Même bien qu'il connaît toute la Torah, mais s'il ne la vit pas, ça s'appelle un rachat. Parce que quelqu'un qui ne vit pas en fonction de ce qu'il pense, ouais, ça s'appelle qu'il est incohérent. Aristote, il a dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais pour nous, c'est interdit. On n'a pas le droit d'apprendre de quelqu'un qui lui-même ne vit pas ce qu'il dit. D'accord? Parce que s'il ne vit pas ce qu'il dit, ça veut dire qu'en fait, il ne pense pas ce qu'il dit. D'accord? Et quelqu'un qui ne pense pas ce qu'il dit, il est jamais très très loin de ne pas penser ce qu'il pense. Alors quand tu ne penses pas ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses? Je sais ce que vous allez me dire. Merde, on pense qu'on pense. C'est normal. Il est fou, lui. Où il est parti, là? Hein? On pense qu'on pense. Moi, je rencontre des gens tous les jours. J'ai pas fait d'études de zoologie, donc j'apprends sur le tas. D'accord? Donc le gars, il me dit, mais j'aime ma femme. Je dis, mais tu le penses? Il me dit, oui. Je dis, mais pourquoi tu la frappes? Ouais, même pousse à bout. Mais t'as pas compris. Quand t'aimes quelqu'un, tu peux pas la frapper. Même si tu te forces, t'arrives pas. Donc peut-être que quand tu crois que tu penses que tu l'aimes, peut-être que tu l'aimes pas. Peut-être. Ou quand tu penses que c'est toujours la faute des autres, ou quand tu penses que tu n'as rien fait de mal, ou quand tu penses qu'on t'a pas donné les moyens, peut-être que c'était de la flemme. Peut-être. Donc ça veut dire qu'une personne, elle doit apprendre à penser ce qu'elle pense. Ça s'appelle en français la cohérence. Ça s'appelle la vérité. C'est ça la vérité. C'est que tu penses ce que tu penses. Après, à dire ce que tu penses. Après, à faire ce que tu dis. Maintenant, quand tu fais ce que tu dis ce que tu penses et tu penses ce que tu penses, on appelle ça en français la linéarité existentielle. Vous appelez ça quelqu'un de bien. Mais juste quelqu'un... Bon, d'accord. J'ai besoin de savoir votre niveau de connaissance parce que la réactivité est très importante. Oui, parce que ça prouve le vécu de la réalité. Parce que des fois, des gens ils sont tellement paralysés, on dirait des lapins devant le phare de la Mercedes. Ouais. Qui vont se faire écraser de toute façon. Donc quand je fais des blagues, je vois si vous suivez. Ouais, si je dis une chanson, vous suivez, je sais que vous êtes là. Sinon, vous pouvez pas me faire plaisir. Ouvrir les yeux comme ça et rester comme ça. Et de temps en temps, vous bougez la tête un peu comme les chiens en plastique à l'arrière de l'R12. D'accord? Ouais. Mais... Donc, je répète. Quelqu'un, il doit vivre sa connaissance en toute conscience, et selon sa volonté. Et les trois en même temps. Oui, parce que si c'est pour dire, oh, dommage, si j'avais su, j'ai des gens comme ça, ils me disent, ah mais j'aurais écouté votre cours il y a 10 ans, mais j'aurais pas divorcé. Si j'avais su, c'est une grave maladie, c'est pour ça qu'ils ont été obligés de créer une radio spécialement pour eux, ça s'appelle Radio Nostalgie, d'accord? Ouais. Après, tu as les gens qui vont dire, mais j'ai pris conscience, j'étais pas conscient, donc il manquait la conscience. Et après, tu as les gens qui vont dire, j'ai pas la volonté, je suis pas motivé, je suis pas dans mon assiette, et puis à quoi ça sert tout ça, et puis peut-être je réussirai même pas à finir. Donc vous avez compris qu'il faut les trois. Il faut, encore une fois, je répète lourdement, mais si vous l'apprenez par cœur, vous pouvez gagner à peu près 10 ans de thérapie. Donc, je dois vivre ma connaissance en toute conscience, c'est-à-dire en temps réel, comme là maintenant, là, je suis en train de vous dire des choses que je sais déjà. Je les connais, ces choses-là, ouais. Mais je vous les dis maintenant, parce que en temps réel, je suis là maintenant avec vous, ouais. Donc, je suis en toute conscience, je vis cette seconde en toute conscience, et avec une volonté. Là, la volonté, elle est là. Je sens que j'ai envie de vous dire quelque chose d'important, que ça me tient à cœur, que vous soyez grand, que vous soyez fort, que vous ayez une vie facile, qu'Hachem vous accompagne. Je l'ai ici, là. Je l'ai là, et je l'ai là. Quand les trois en même temps, ça s'appelle le Da'at. Donc, en fait, vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa maturité,
et selon sa volonté, en français, ça s'appelle la maturité. Voilà. D'accord? Donc un manque de conscience, c'est un manque de maturité, un manque de connaissance aussi. Pas la connaissance du savoir, encore une fois, mais la connaissance du vécu. Si quelqu'un ne vit pas ce qu'il sait, ça manque de maturité. Comme le mec qui fait des études de compta, mais il a toujours pas pigé la logique de la compta. Le mec, il a fait 5 ans d'école commerciale, mais il sait pas vendre. Va vendre un aspirateur. Si tu sais vendre un aspirateur, tu peux vendre une centrale atomique. Il sait pas vendre. Il est là, il fait son briefing. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, d'accord, mais là, il faut que tu me le vendes, là. Là, il faut que tu me fasses sortir. C'est un chèque. C'est 732 000 euros. Faut que tu me les fasses sortir. Vas-y, fais quelque chose pour que j'ai envie de les sortir. Écoutez, moi, je vous ai présenté le produit, j'ai suivi le protocole, j'ai établi tous les éléments, je vous ai éclairé sur la chose, et j'ai essayé de vous motiver. Maintenant, c'est à vous de décider. Mais non, t'es pas un bon vendeur, toi. Un vendeur, c'est un mec qui va te sortir le chèque. Il fait une ablation d'un membre, sans anesthésie. Il faut que je sais pas comment j'ai fait pour acheter un truc pareil, j'en ai pas besoin, il me l'a vendu. Maintenant, des fois, tu sais vendre le produit, mais tu sais pas te vendre toi. Et là, il fait bac plus 19. Chaque fois qu'il arrive au rendez-vous, mais qu'est-ce que vous avez? Mais alors, quel est votre projet? Mais parlez-moi de vous, faites-moi rêver. J'ai envie de quoi? De faire caca. Mais non, c'est pas un projet, ça. D'abord, c'est extrêmement gênant, d'accord? Et puis, tu sais pas te vendre. Pourquoi? Parce que tu manques de maturité. En fin de compte, vous avez compris que toute la vie, c'est un problème de maturité. Pourquoi les gens divorcent? Par manque de maturité. Pourquoi les gens ne font rien à l'école? Par manque de maturité. Ouais. Pourquoi les gens ils vivent pas leur vie? Par manque de maturité. Celui-là il est devenu médecin pour faire plaisir à sa mère. Bon, elle est contente, il est médecin. Maintenant, lui, il voulait être pâtissier, ça l'angoisse. Et il dessine toute la journée des gâteaux. Vous avez mal où? Ah oui. Écoutez, on va essayer de faire une radio de l'estomac. Hein. Oh là là. Et puis si je mettais plus de crème? Tu vois, ça, c'est un pâtissier frustré, ça. Ouais. Et après, un jour, il va taper sur la table, il envoie sa mère balader, d'accord? Et puis, il ouvre une école de pâtisserie. C'est incroyable. Et là, il vit sa vie, là. Donc, c'était quoi? Toi, tu crois que c'est un problème de motivation? Non, c'est un problème de maturité. D'ailleurs, c'est un phénomène très bizarre. Parce que quand votre enfant, il est à l'école, ça va arriver, si Dieu veut, chez vous bientôt, ouais. Alors, il est au CP. On dit, écoutez, au niveau éveil, au niveau connaissance, les choses sont acquises, mais c'est dommage, il manque un peu de maturité par rapport à la classe. Ah bon? Après, il est en classe de 5e, tu dis, écoutez, bon, on se fait passer en 4e, et franchement, c'est dommage, parce qu'il a un potentiel qui n'est pas réalisé. En fait, il manque un peu de maturité. Bon, il est en terminale. Bon, franchement, on le présente en candidat libre, parce que bon, il fait beaucoup d'efforts, on sent qu'il lutte contre ses difficultés, mais c'est dommage, il manque. Alors à la fin, t'en as tellement marre que depuis 17 ans, on te parle de maturité, t'attrapes le directeur, tu le colles contre un mur. Je dis, écoutez, monsieur le directeur, au lieu de lui enseigner des maths, du français, de la Gemara, de la Mishnah, enseignez-lui de la maturité, on va gagner du temps, parce que ça fait 17 ans que vous me parlez de maturité. Alors le directeur, il dit, mais la maturité, on ne peut pas l'enseigner. On vous met dans une situation, une situation de maths, une situation de français, une situation de Mishnah, une situation de mariage, une situation de choix, une situation de maladie, une situation de bonne santé, une situation de business. Et ça génère chez vous de la maturité. On ne peut pas fabriquer la maturité. Vous me suivez? Si on avait celui qui trouve le vaccin de la maturité, il va être milliardaire. Mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que la maturité, c'est une évolution. C'est comme un cap. D'accord? Maintenant, c'est quand vous êtes sous l'eau et vous étouffez. Vous faites ce rêve des fois, vous êtes sous l'eau. Vos poumons ils vont éclater et vous arrivez à la surface. Bah, comme dans les films, quand ils sortent de l'eau. Ouais. Mais je vous dis la vérité. Quelqu'un qui se noie à 2800 mètres, ça fait de la peine. D'accord? Mais quelqu'un qui se noie à 3 cm de la surface, ça fait pas de la peine, ça fait de la peine. Ça veut dire c'est plus de la peine encore. C'est de la peine au carré, ouais. Parce que tu t'es noyé à 3 cm de la surface. Tu te rends compte que ta femme, elle attendait que tu te lèves pour aller t'excuser, et toi, t'as fait la tête dure, le psychorigide, le marocain. Ouais. Je l'ai pas dit. Ouais. Et elle est partie. Mais en vérité, elle pleurait dans l'ascenseur. Elle se disait, moi, il serait levé, il m'aurait dit pardon. Moi, je serais revenu. Et toi, t'as dit non, pourquoi c'est moi? Pourquoi je vais faire un effort? Mon père, il n'a jamais fait d'effort. Ok, mais ta mère, elle s'est pendue. Donc ça veut dire quoi? C'est que la personne. Bon, je prends des exemples un peu clairs, mais enfin.
Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, des fois, tu peux rater ta vie à un virage. Regardez Ayrton Senna, c'est un coureur automobile. Il a raté qu'un seul virage. Vous avez entendu parler d'Ayrton Senna, non? C'est un coureur automobile. Il est mort dans un accident. Mais en fin de compte, il a raté qu'un seul virage. Il a fait des milliers de virages. Il n'est pas mort. Il en a raté un. Bon, je sais, ça a l'air débile ce que je dis. Ouais. Mais je vous explique. Quand je vous donne une image ou un exemple, moi, j'ai arrêté de parler au premier degré à peu près à 8 ans et demi. Donc c'est à vous juste d'aller chercher le deuxième degré. Maintenant, si vous êtes des vrais téléspectateurs, ça veut dire que vous fixez seulement sur l'image qu'on vous donne, donc vous êtes des vrais adeptes de l'Arnouna, de Cyril, ouais. Donc automatiquement, vous allez voir que la face extérieure des choses. Mais si vous allez chercher derrière, vous verrez que... Et d'ailleurs, c'est le deuxième degré, c'est important parce que toute la vie, en fin de compte, c'est la partie cachée de l'iceberg qui est la plus dangereuse. Regardez le capitaine du Titanic, d'accord? Donc c'est ce que tu ne sais pas de l'autre qui va te faire des problèmes, c'est pas ce que tu sais de l'autre. Vous avez compris l'idée? Donc il faut apprendre à vivre au deuxième degré. Il faut passer sa vie à interpréter. Donc quand on t'a dit à l'époque, bon, quel est le contenu philosophique de ce texte? Il ne fallait pas dire, ah, ça me saoule. Parce qu'un jour, il faudra dire, bon, quelle est vraiment l'intention de ton mari à travers son discours? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, quand il te dit, bon, les enfants ils font du bruit, j'ai pas la tête, en vérité, il en veut pas. Il veut pas s'occuper de nous. Tu veux, mes chéris, mes enfants, en vérité, il en veut pas. Mais toi, c'est à toi de comprendre ça. Parce que tu comprends pas, tu dis, oh, il est nerveux, dès qu'ils sont là, il s'énerve et tout. En vérité, il veut pas d'enfants. Voilà, ça c'est le message qui est derrière. Donc quand tu avais appris à chercher le message, le contenu philosophique exprimé par l'auteur, ouais, mais toute la vie tu vas chercher des contenus exprimés par l'auteur. Ouais, comme ton patron il te dit, ouais mais t'es débutante, t'es pas capable, t'es pas diplômé, t'as pas cette expérience. En vérité il veut te dire, je suis radin, je veux pas t'augmenter. Faut entendre le message. Mais tu l'entends pas, toi tu dis ouais il a des bonnes raisons, en ce moment la conjoncture n'était pas évidente, ouais c'est vrai il vient de changer de voiture, mais c'est pas évident pour lui, hein, tu sais quand même de me rajouter 200 euros alors qu'il vient de s'acheter une voiture à 28 000 euros juste pour les options, mais tu vois pas qu'il est référencé sur barredefer.fr, sur radin.com. Donc il faut lire le message qui n'est pas écrit, il faut entendre, ouais, il faut entendre la sensation qui n'est pas exprimée. Il faut entendre l'émotion qui n'est pas prononcée. Il faut apprendre ça. Et c'est ça la différence. Parce que les enfants ne comprennent rien. Les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Donc il faut retrouver la sensibilité de l'enfance, malgré que tu es condamné par les restrictions de ta structure cartésienne. Qui c'est qui a dit ça? Eh ben, moi, j'ai deux références. Picasso et Messiat Echarim. Ouais, comme quoi, c'est deux artistes. Parce que le Messiat Echarim, il a dit Adam Rovshi Bedimiono ve Asur Memuskalo. Un homme est libre dans son imagination et enfermé dans son cerveau. Parce que le cerveau est structure. Alors que, bon, Pascal, il a dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais. Mais Picasso, il a dit qu'il y a deux genres d'artistes. Les enfants, qui ne savent pas dessiner, mais qui dessinent exactement ce qu'ils ressentent, et les artistes qui dépassent la technique. Vous savez que Picasso, c'était vraiment un très très grand dessinateur. Vous avez déjà vu des natures mortes ou des portraits qu'il a vraiment fait, ouais. C'était vraiment un grand dessinateur. Ça veut dire qu'il avait le trait humain. Alors qu'est-ce qu'il s'est pris la tête à faire des cubes et des trucs Pourquoi il a fait Guernica comme ça, tout en morceaux? On dirait qu'ils ont découpé les photos, ils l'ont recollé. Ouais. On peut pas faire un truc joli où on voit les visages, on voit l'expression, on voit la douleur. Non. En réalité, il a pris juste les sensations. Il a pris juste leurs sensations, il les a remis. Il n'a pas mis les images, pas intéressant. Quand il y a une grenade qui explose devant toi, tu crois que tu vois des images? C'est des flashs, c'est de la souffrance, c'est de la peur, c'est une douleur. Ça n'a rien à voir avec des images. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça sur le tableau. Ah, tu dis, mais j'ai du mal à le voir. Faut arrêter de regarder la télé. Faut arrêter. C'est une grave maladie. Quand vous achetez un téléviseur, il y a toujours un gros carton et un petit carton. Et le petit carton, c'est la morale du grand carton. C'est la télécommande. C'est la télé qui commande. Il y avait une réactivité qui est proche du coma, quand même. Ça aurait pu être pire. Ouais. Donc, il s'est marqué que la DA, la Gemara dit celui qui a la DA, c'est comme si il avait reconstruit le Beth Amikdash. Mais dans quel rapport avec le Beth Amikdash? C'est quoi le Beth Amikdash? Vous savez, il y avait le temple de Yerushalayim. Ok. Bon, si Dieu veut, bientôt Mashiach va venir.
il va reconstruire le temple. Mais ça veut dire quoi quand il y avait le temple? À quoi ça sert le temple? Pourquoi on pleure? On pleure pour le temple, on pleure que Hachem il reconstruise le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'il apportait le Beth Amikdash? C'était un bâtiment. Ok, on peut faire un bâtiment. C'est quoi un bâtiment? C'est rien. Un beau bâtiment, une belle synagogue. Ok, bon, on va faire un hôtel, on va mettre des veaux dessus, des moutons, on va les abattre. Ok, c'est pas ça le sujet. Non, le sujet, c'est que on dit qu'il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash. D'accord? Tous les jours, il y avait 10 miracles. Et ces 10 miracles, ils empêchaient quelqu'un d'imaginer que Dieu ne pouvait pas exister. Maintenant, vous savez ce que c'est la sérénité intellectuelle de savoir que Dieu existe? Toute la problématique de l'homme, s'il y a le doute. Peut-être Dieu n'existe pas, peut-être Dieu existe, et s'il existe, est-ce que je suis obligé de faire sa volonté ou non? D'accord? C'est pareil. Est-ce que j'aime vraiment ma femme? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce que mes enfants sont de moi? Moi, j'ai vu un gars comme ça qui... Non, j'ai vu. Si, bien sûr. Non, quelqu'un, ça s'appelle une phobie. Il a une phobie que, genre, ses enfants ne sont pas de lui. Je dis, ben, fais un test de partenariat. J'ai même vu une femme qui doutait que ses enfants étaient d'elle. C'est ce qu'on appelle une blonde. D'accord? Mais j'exagère, c'est beaucoup plus grave. Ouais. Mais que la personne, restez calme, que la personne, en vérité, elle n'a pas la sérénité. Ouais. Pourquoi? Je vous dis le secret. Le bien, on l'accepte. Le mal, on l'assume. Mais le doute, ça tue. C'est tout. Ouais. Tu vois, par exemple, ton copain, il a été aux toilettes. Paf, le téléphone, il sonne. Son téléphone, il y a un texto. Je t'embrasse partout. Merci pour cette nuit merveilleuse. Katrina. Tu dis rien, je lui dis ou je lui dis pas? Peut-être c'est une blague entre copains. Peut-être vraiment il est avec quelqu'un, alors qu'hier soir, on était ensemble. Ouais. Comment je vais faire? Je dis, bon, écoute, on est quand même sincère. On a quand même une relation durable. On a quand même 4 enfants ensemble. Donc, je vais lui dire, ouais. Je dis, dis-moi, Kevin. J'appelle Kevin. Il n'y a rien de marrant. Hein. Puis moi, ça évite les surprises, parce que Kevin, ce qui va t'arriver. D'accord? Donc, alors, tu dis, Kevin, c'est quoi ce message? Fais voir. Hop, il change de couleur. Oh, non, non, c'est rien, c'est une blague entre copains. Ah, ils ont de l'humour, hein, tes copains. Hein. Ah, c'est qui cette Katrina? Écoute, je vais te dire la vérité, c'est une catastrophe naturelle qui a détruit la moitié de la Louisiane. Un ouragan. Et cette logique, c'est quoi? C'est que maintenant, le problème, c'est pas qui t'a trompé. Ouais. Le problème, c'est maintenant que tu doutes. Tu deviens folle. C'est comme si ta fille, elle te dit maman, je vais chez Myriam réviser les maths. Mais elle part, genre maquillée, mini-jupe. Tu dis, elle va attraper froid, la pauvre. Ouais. Et oui, bon, tu vas chez Myriam, ah bah tiens, embrasse sa mère. Oui, bien sûr. Bon, bonsoir, maman, bonsoir, maman. Elle s'en va, tu dis, tiens, c'est marrant parce que finalement, le bac, elle a passé une semaine, donc je sais pas ce qu'elle va réviser. Bon, c'est pas grave. Et puis là, Myriam, elle appelle. Ah, je peux parler à Jennifer? Elle est où? Je sais pas. Alors, elle est partie habillée comme un shawarma. Et tu sais pas où elle est. Et en plus, elle a laissé son téléphone. Genre, bon, c'est très rare, ça. Quand elle laisse le téléphone, c'est qu'elle sait qu'elle finira pas la nuit. C'est pas possible. Ouais. Et puis là, tu commences à tourner dans ta tête. Où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Encore une fois, le bien, on l'accepte. Le mal, on l'assume. Mais le doute, c'est une maladie. Ça te bouffe la tête. Donc en fait, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour sortir de ces doutes. Pourquoi on apprend? Pour ne pas avoir de doute. Pourquoi on veut beaucoup d'argent? Pour pas avoir le doute du manque. Ouais. Pourquoi on a besoin de la confiance? Ouais. Pourquoi on a besoin d'avoir confiance en soi? En fait, c'est pour sortir du doute. Parce que le doute, ça tue. D'ailleurs, tout le monde cherche l'antidoute. Tout le monde. Pour cette maladie qui est le doute. Ouais. Il y a combien de personnes branchées là? 260. Eh les gars, faut vous réveiller. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que les Bnei Israël étaient dans le désert. C'est vrai que le peuple d'Israël a passé 3 grandes périodes. Une période qui s'appelle le passage en Égypte. Vous êtes tous au courant, vous avez lu les textes, vous été au Talmud Torah, ou vu le film. Oui, non? Bon. Il y a une première période où les Bnei Israël étaient en Égypte pendant 210 ans. Après, de l'Égypte, ils sont passés dans le désert pendant 40 ans.
Et là, ils ont reçu la Torah. Et après, ils sont rentrés en Eretz Israël avec la Torah. Super. Maintenant, ces trois périodes du peuple d'Israël, elles correspondent aux trois périodes de la vie d'un homme. Parce que tout ce qui existe en macroscopique existe en microscopique. D'accord? Quand vous prenez le microscopique, c'est un noyau avec des électrons, la structure de l'atome, d'accord? Et quand vous prenez l'univers, eh ben, c'est un soleil avec des planètes autour. C'est aussi sous forme atomique. Donc il n'y a pas de différence, le microscopique et le macroscopique. Ok. Maintenant, les Bnei Israël étaient en Égypte. C'est quoi l'Égypte? En hébreu, c'est Mitzraïm. Et Mitzraïm, en fait, c'est les mêmes lettres que Metzarim. Et Metzarim, c'est les limites. Donc, qu'est-ce que c'était l'Égypte? En fait, c'était un camp de la mort immense. C'était une prison. Ouais. Ils étaient esclaves à 100% de Pharaon. Ok. Mais Pharaon, ça s'écrit P, Resh, Ain, E. C'est les mêmes lettres que Pera. Pera, c'est la mauvaise bouche, la mauvaise voix. La mauvaise voie, c'est le Yetzerara. Donc Pharaon, il représente le Yetzerara. L'Égypte, il représente les limites de l'homme. Parce que Mitzraïm, c'est les mêmes lettres que Metzarim, et Metzarim, c'est les limites. Donc en fait, quand on dit que Hachem nous a fait sortir d'Égypte, ça veut dire qu'Hachem nous a permis de devenir des hommes libres en sortant de nos limites. Maintenant, tes limites, elles sont dans ta peur, elles sont dans ta volonté de détruire l'autre, dans ta volonté de voler, dans ta volonté de tuer. Ouais, elles sont dans ton manque d'honnêteté, dans ton manque de clarté, dans ton manque de croyance. Donc, toutes les limites qui existent, la Torah, elle t'a donné 613 clés pour toutes les limites que tu as. Toutes les serrures que tu as, tu peux les ouvrir. Parce que quelqu'un, il peut être paralysé par la convoitise. Il veut la femme de l'autre. Mais tu es marié déjà. Ouais, mais c'est comme ça. L'herbe est plus verte ailleurs. C'est très connu chez les dealers. D'accord? Donc, ah là, vous réagissez bien. Hein. Oh là. Non, c'est grave. Non, parce que des fois, des gens, tu leur demandes, vous fumez du shit ou non? Ils disent beuh, beuh. Il n'y a pas de beuh, oui ou non? Pourquoi t'hésites? On va pas commencer à mégoter. D'accord? Donc, cette idée-là, que Mitzraïm, c'est Metzarim. D'accord? C'est les limites. Donc, et c'est bizarre aussi parce qu'au niveau individuel, ça ressemble à l'enfance. Parce que c'est l'enfance. C'est quoi l'enfance? Tu es en prison parce que tu es chez tes parents. Tu es en prison parce que tu es à l'école. Tu es en prison parce que tu es petit. Ouais. Tu es en prison parce que tu as des capacités limitées. Tu es en prison parce que tu as des droits limités. Donc, en fait, l'enfance, ça ressemble à la prison. Ça ressemble à l'Égypte. Après, tu es marié. Tu as fait 5 ans d'Yeshiva. Tu as ton diplôme de Rav ou tu es ingénieur. Et tu te maries, tu rentres dans l'indépendance. Là, après la choupa, tes parents ils te disent de barasek, d'accord, débrouille-toi, je suis content pour toi, tu es autonome. Tu étais tellement pressé de te marier, j'espère que tu ne vas pas me demander de payer le loyer, d'accord? Donc là, ça correspond à donc l'homme marié ou la femme mariée avec la Torah, d'accord, qui a reçu la Torah, donc a reçu la connaissance, encore une fois que ce soit des études de Chol ou de Kodesh, mais il a reçu, il rentre en Eretz Israël. Donc la période où les Bnei Israël sont où les Israël sont en Eretz Israël, ça correspond à l'âge adulte. Vous me suivez ou non? La période où les enfants, où les Bnei Israël sont en Égypte, ça correspond à l'enfance. Mais entre les deux, il y avait quoi? Il y avait le désert. Ouais. Et ça correspond à l'adolescence. Facile à comprendre? Super. Voilà, attention. Amalek, vous avez entendu parler de lui, non? L'animal le plus fidèle, d'accord? Le chien, bon. Il n'a pas attaqué les Béné Israël quand ils étaient en Égypte. Il ne les a pas attaqués quand ils étaient en Eretz Israël. Ils les attaquaient dans le désert. Voilà, voilà. Maintenant, Amalek qui représente le Yetzirara, il ne va pas attaquer l'homme quand il est enfant. C'est rare qu'un enfant de 7 ans, il dit, regarde sa copine. C'est rare qu'une enfant de 8 ans et demi, elle veut s'épiler le bas. Ah ouais, c'est rare, ouais. D'abord, il n'y a rien à épiler, ouais. Et normalement, quand l'homme il est construit, marié, sérieux et équilibré, il ne va pas avoir un Yetzirara. Mais entre les deux, c'est là qu'il vient le Yetzirara. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ce qu'on appelle une époque charnière, que s'il te fait rater ton adolescence, oui, parce que si tu ne fous rien à l'école, ou tu ne fous rien à l'Eshiva, tu ne développes pas ton cerveau, d'accord? Donc tu manques de connaissances, après tu manques de confiance en toi, tu manques de valorisation personnelle. Donc après tu vas rencontrer quelqu'un, ou tu vas l'épouser par habitude, ou tu vas l'épouser parce qu'il t'a fait le coup de la panne, ou tu vas l'épouser parce qu'il t'a valorisé pour rien, parce qu'en fin de compte, tu n'as pas de valeur. Ouais. Faut que tu aies de la valeur pour qu'on te valorise. Tu ne peux pas frimer pour rien. Donc, et après, tu fais des enfants avec cette personne-là, et après, à 40 ans, tu te réveilles, tu te dis, mais ma vie a été une suite de non-choix. Bah oui, parce que, pourquoi j'ai fait le métier? Parce que on m'a dit que je n'étais pas capable de faire autre chose.
Pourquoi j'ai rencontré cette personne-là? Parce qu'elle était dans le même milieu. Pourquoi je l'ai épousée? Parce qu'elle m'a saoulé. Pourquoi j'ai fait des enfants? Parce que c'est une maladie cyclique. Pourquoi j'habite ici? Parce que c'est pas loin de mon travail. En fin de compte, j'ai rien choisi. Ça s'appelle une série de non-choix. Et les non-choix, ça stresse. Regardez les non-choix en boîte, c'est stressant. Faut mettre de l'huile d'ailleurs pour les décoller. Ouais. Ça s'appelle des boîtes de non-choix d'ailleurs. Ouais. Donc, donc, si toi tu veux pas être dans le non-choix, il faut que tu sois dans le choix. Le problème, c'est que le choix, c'est la maturité. Le non-choix, c'est l'immaturité. Et c'est vrai que le non-choix, il a un petit côté confortable. C'est pour ça que dans confort, il y a fort. Mais il y a autre chose aussi. Ouais. Donc quand toi, tu veux être dans le choix, en vérité, c'est que tu n'as pas choisi le confort. Si tu veux être dans le non-choix, tu veux te laisser porter par les événements, tu veux dire, écoute, j'ai pas envie de réfléchir, ça me saoule, écoute, il est là, pourquoi je vais aller voir ailleurs? Mais il est vrai, il est nul, il ment, il vole, il drague ta sœur. Écoute, on verra plus tard. Il m'a promis qu'il allait grandir. Mais non, tu ne veux pas épouser un projet, tu ne veux pas épouser un espoir. Rappelez-vous cette règle émise par le Rav Ben Chetrit à l'époque, un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Vous pouvez le tatouer dans le dos de votre mère, et quand vous avez envie de réfléchir, vous dites, maman, retourne-toi, il faut que je réfléchisse, d'accord? C'est ça. Donc on peut pas épouser un espoir, on épouse une réalité. Vous allez me dire, oui, mais on épouse quelqu'un toujours un potentiel. Ok, mais tu vas pas prendre les outils, les matériaux de la plus mauvaise qualité en espérant qu'ils vont devenir super. Non, tu prends des matériaux de bonne qualité en espérant que tu vas faire une belle construction. Mais déjà, les matériaux de base, ils doivent être là. Le sérieux, la finesse, la douceur, l'attention, l'équilibre, l'éducation, la pureté, l'ambition spirituelle, ils doivent être là. Mais s'il n'y a rien, je dis si Dieu veut. Non, ça c'est une marque de gâteau, ça s'appelle BN. En fait, c'est Blinéder. D'accord? Et tu auras une part du gâteau, toi aussi. Non, c'est normal. Parce que dans l'alpinisme, quand tu montes une falaise, il y a deux règles très importantes. Première règle, c'est qu'il ne faut jamais faire deux gestes à la fois. Parce que tu es debout sur la falaise. Tu as 4 points d'accroche. Tes deux mains, tes deux pieds. Ouais. Donc, tu ne peux pas tout bouger. Ça, c'est un alpiniste qui m'a expliqué ça. Tu ne peux pas bouger un pied et une main en même temps. Parce que s'il y a une perte d'équilibre, le désarroi que tu vas avoir, il va te faire tomber. Donc tu fais un seul geste. Tu bouges une main. Ouais. Tu bouges un pied. Ça s'appelle Aosek Bamizva, Patong Mitzvah. 100% ce que tu fais. Et deuxièmement, quand tu as bougé une main ou tu as bougé un pied, tu assures la prise. Tu bouges et t'assures. Ouais. Tu bouges et t'assures. On va travailler ensemble, mais je vérifie que tu es un mec sérieux. D'accord? Toi, je t'épouse, encore plus attention. Toi, je vais te confier ma fille, encore plus attention. Toi, je vais te donner 32 000 euros, encore plus, je veux des garanties, j'assure. Mais si j'assure pas, je dis, bon, écoute, on verra bien, écoute, on est là tous les deux. Mila Shamaïm, on s'est rencontrés à Ibiza, à un séminaire de Rav Yitzhak Goueta. Non. Vous avez compris que la personne, et ça c'est un truc très marrant, c'est que j'ai vu que les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Alors que normalement c'est le contraire. Quand tu n'es pas religieux, tu comptes sur ton cerveau. Quand tu es religieux, tu comptes sur les miracles. Mais en vérité, les gens, par flemme d'assumer, ouais, ils croient plus au miracle quand ils ne sont pas religieux. Non, la partie qui t'incombe, tu dois la prendre en main. La partie que tu ne maîtrises pas, tu dois avoir la émouna. Mais tu ne peux pas rien faire en disant on verra bien. Ouais. Donc la logique, c'est que Amalek a attaqué les bénis Israël quand ils étaient dans le désert. Le désert, c'est un endroit horrible. Tu as déjà été dans le désert? Et c'est un endroit magnifique. Pourquoi? Parce que quand on va dans le désert, on ne peut pas emmener sa salle à manger, son frigo. On est obligé de prendre que l'essentiel. Donc en fait, le désert, c'est l'endroit de l'essentialité. Mais c'est aussi l'endroit du vide. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, quand quelqu'un vous dit, écoutez, là, j'ai eu un passage à vide, on dit en français, j'ai eu une traversée du désert. En fait, c'est un burn-out, c'est une dépression. Ouais. Mais d'un autre côté, quand tu as vraiment besoin d'avoir un rendez-vous avec toi-même, que tu as vraiment de faire un vrai choix, que tu as besoin de te poser, tu as besoin de te recentrer, il faut que tu ailles dans le désert. Tu ne peux pas aller en boîte de nuit ou aller faire des magasins, parce que tu as besoin de faire le vide, de te poser et de réfléchir. Où j'en suis, qui je suis, qu'est-ce que je veux.
d'analyser la relation, d'essayer de connaître la personne, de savoir au fond si c'est des études que tu veux faire, est-ce que c'est ici que tu vas habiter, est-ce que tu t'en vas en Israël ou est-ce que tu fuis la France. Donc tu es obligé de te créer un désert pour pouvoir faire le bon choix. Donc le désert, c'est profitable et en même temps, c'est angoissant. En fait, ça dépend comment tu l'abordes. Si tu l'abordes avec une volonté positive, c'est extraordinaire pour se recentrer, ouais. Mais si tu l'abordes avec un terrain négatif, alors c'est anxiogène. Comme la nuit. Pourquoi les gens ont peur la nuit? Pourquoi tu as peur dans le noir? Tu arrives dans le noir, tout s'éteint, tu dis ah. Ouais, mais ça sert à rien. Parce que même si tu es en pleine lumière, les monstres, ils peuvent être invisibles. Alors pourquoi la peur du noir? Je veux dire pourquoi. Parce que quand tu fais tout noir, tu es seul. C'est ça ton problème. Alors moi, je vous dis un truc. Ne le prenez pas mal. Hein. On se connaît pas. Moi, j'ai rien contre vous tous. Mais sachez que quand vous êtes dans le noir, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un. Bah, il y a vous déjà. Donc en fait, quand tu as peur dans le noir, quand tu as peur tout seul, c'est qu'il n'y a personne. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Tu ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne quand tu sais au fond de toi que tu es personne. Après, tu dis alors je suis transparent, tu me dis pas bonjour, tu réponds pas à mes textos, alors quoi, je sers à rien dans ce monde, tu me rappelles pas, alors quoi, je fais rien, de toute façon, tu tiens pas compte de mon avis, mais toi-même, t'es personne, tu sais que t'es personne. Alors si t'es personne, comment tu peux exiger de l'autre qui te considère comme une personne alors que tu sais que t'es personne? Il y a l'UNESCO, il y a le droit à la personne, il y a la Constitution française, il y a le droit légal, il y a le respect de l'autre. Oui, oui, tout ça c'est pour quelqu'un. Mais apostrophe un, c'est unique. Donc c'est quand tu as exprimé ton côté unique que tu es quelqu'un. Mais quand tu n'as pas exprimé ton côté unique, parce que tu n'as pas développé ton côté unique, donc tu es personne, ça s'appelle pas quelqu'un en français, ça s'appelle quelconque. C'est ça quelconque. Vous parlez français, non? Non? Vous parlez pas français? C'est quoi quelconque? Oh, c'est une personne quelconque. C'est quelconque, c'est un oncle. Ça veut dire que si la personne ne se donne pas le moyen d'être unique, elle est personne. Maintenant, la seule manière d'être unique, c'est d'être soi-même. Parce que si tu veux être unique en fonction de l'autre, donc au pire, au mieux, tu vas être comme l'autre. C'est ça la différence entre les tableaux et les miroirs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette distinction. Vous prenez un tableau, il y a un paysage, ou il y a un visage, ou une nature morte, et vous baladez comme ça le tableau. Est-ce que l'image, elle change? Oui, non? Non. Mais quand vous prenez un miroir et que vous le bougez, est-ce que l'image, elle change? Eh oui, parce que l'image, sur le miroir, c'est le reflet de l'extérieur. Maintenant, en hébreu, panim, ça veut dire la face, le visage. Mais c'est aussi les mêmes lettres que pnim. Et pnim, c'est pnimi. Pnimi, c'est l'intériorité. Donc normalement, ton visage doit être l'expression de ton intériorité. Mais si ton visage n'est que le reflet de ce qui t'entoure, c'est que tu existes en fonction du regard de l'autre, on te fait un sourire, tu es contente, on te fait un compliment, tu es bien, on te fait une remarque, tu vas mourir, ça veut dire que tu n'existes que dans le regard de l'autre. Et ça, c'est dangereux. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire, ouais, mais enfin, les gens qui n'existent pas dans le regard de l'autre, ils sont rares. On peut même les compter sur les doigts de la main d'un manchot, qui lui-même n'a pas beaucoup de doigts. Ouais, il a dû en garder un pour l'honneur, ouais. Mais c'est ça l'idée. C'est que la personne, au fond, si elle ne se donne pas les moyens d'être elle-même, elle va être personne. D'un autre côté, c'est la plus belle, le plus beau challenge de la vie. Moi, je ne sais pas quel est votre but, hein. D'avoir un diplôme, une belle maison, d'avoir une femme magnifique, des enfants extraordinaires, beaucoup d'argent. Mais tout ça, c'est que des expressions. Mais des expressions de ce que tu es, toi. Maintenant, si toi, tu fabriques un décor extraordinaire et que tu tournes jamais le film, si tu achètes la meilleure peinture du monde, le plus beau tableau du monde, ouais, la plus belle toile du monde, le plus beau cadre du monde, mais tu peins pas le tableau,
Vous savez quelle est la valeur d'un tableau qui n'est pas peint? C'est pas beaucoup. Hein. Vous savez ça? Même s'il a un cadre de folie. Hein. Donc il y a des gens qui se mettent dans un cadre extraordinaire, qui vivent dans un milieu extraordinaire, entourés de gens extraordinaires, mais ils n'ont pas peint leur tableau. Et bien à la vente, ils vont rien. Je ne comprends pas, mais vous savez que... Et c'est ça le problème, c'est que les gens qui ne vivent qu'en fonction de leur cadre, un jour, même leur cadre, ils ne peuvent plus l'encadrer. Donc il faut profiter de la vie pour peindre son tableau. Alors quand tu as peint le tableau, c'est pas comme un reflet, il ne bouge pas. Donc tu es ici ou tu es à Hong Kong. D'accord? Ta femme, elle est à côté ou elle est à 100 000 km. Ta kippa, tu l'as ici, tu l'as là-bas. La cache-route, il n'y a pas de différence avec les endroits. L'honnêteté, ça ne bouge pas. Pour 1 million d'euros ou pour 1 euro, c'est pareil, tu ne voles pas. Parce que tu es un tableau. Si tu es un miroir, c'est dangereux. Ça s'appelle opportuniste. Les gens, ils te disent, est-ce que tu vas être fidèle à ta femme? Écoutez, Rabbi Chetrit, objectivement, je ne peux pas m'engager, mais ça va dépendre des opportunités. Si vraiment, il y a Claudia qui se présente toute nue, Claudia... Non, je suis sportif. La voisine, d'accord? Donc, celle qui écoute France Info toute la journée. D'accord? Donc, non, mais j'ai à peu près 32 000 blagues d'avance sur vous, c'est même pas la peine d'essayer d'anticiper sur la prochaine. Je vois des tentatives, mais c'est pas la peine. Ça sert à rien. Les débats, il y a des hauts, il y a des bas, on n'y arrivera pas. D'accord? Mais, puis en plus, il y a une seule vedette ici. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué. C'est pas grave. Ce qui est marqué ici, c'est que la personne, elle va exister. Ouais. Le problème, c'est que quand elle est enfant, elle est écrasée par les limites de l'école, par ses parents. Quand elle est adulte, elle est déjà censée être elle-même. Mais le moment où il y a la chimie qui se fait de devenir toi-même, c'est justement l'adolescence. Voilà. Et c'est là que le Satan, il arrive. C'est là que le Satan, il arrive. Ouais. C'est là que l'influence de l'autre, elle arrive. C'est là que l'influence de l'entourage, elle arrive. C'est là que la pression sociale, elle se fait. Et c'est là que les doutes commencent. Parce que Amalek n'a pas attaqué les Béné Israël quand ils étaient dans le désert. Ouais, t'étais tranquille, t'étais à Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, t'étais bien. D'un seul coup, paf, t'as commencé à réfléchir. T'as dit tranquille, Baruch Hashem, Talmud Torah, Baruch Hashem, Manachem, Baruch Hashem, Manachem, Baruch Hashem. Après, on t'a envoyé là-bas en Espagne. Ouais. T'as commencé à te dire, est-ce que c'est vraiment interdit? Finalement, bon, elle n'est que musulmane. Mais enfin, Ephraim. Oh non, ici, c'est Kevin. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, tu vois ton problème? J'étais à Tel Aviv Shabbat. Un gars, il vient me voir. Il dit, Rabbi Chetrit, écoutez, j'écoute beaucoup vos cours, mais en fait, c'est du post-modernisme. Il y a une lecture qu'on pourrait avoir qui est différente totalement. Ça serait que, finalement, la religion, c'est un peu le report de nos frustrations psychologiques. J'écoute, j'ai 56 ans. Cette question-là, je me la suis posée quand j'avais 10 ans. Qu'est-ce que tu veux que je refasse le sujet avec toi maintenant? Tu veux parler sans kippa, avec kippa, en philo, en psycho, en psychanalyse, en chorégraphie, en force commerciale? Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas ça le problème. Ouais. Mais dis, ah bon? Je dis, non, la question, c'est pas de savoir si tu penses que la Torah, elle est inventée pour faire plaisir à l'homme ou si la Torah, elle est divine. La vraie question, c'est comment ça se fait que dans ta réflexion arbitraire, totale, dans une recherche objective de la vérité, tu as plutôt penché vers ce côté plutôt que vers l'autre. Parce que dans l'arbitraire, tu aurais pu dire le contraire. Donc au lieu de te demander c'est où la vérité, tu devrais plutôt demander qu'est-ce qui influence chez toi tes choix. Parce que quand vous allumez la lumière dans une pièce, est-ce que la pièce est éclairée? Quand vous allumez une ampoule de 100 watts dans une pièce, elle est éclairée la pièce? Oui, non? Et 200 watts? Et 3000 watts, elle est éclairée la pièce? 3000 watts. 3000 watts, c'est éclairé. Vous pouvez faire griller un bœuf. Alors la pièce, elle est éclairée? Oui, non? Oui, non? Non? Ça dépend de l'épaisseur de l'abat-jour. Ah, je sais, vous allez dire, ah, vous n'avez pas dit qu'il y avait un abat-jour. Il y a toujours un rabat-joie. Combien de fois je vois des gens, ils ont tout pour être heureux, mais ils ont épousé un mchon. Dis, mon amour, on est bien, on est en bonne santé. Oui, ton père, il m'a pas dit Shabbat Shalom. Oh, mais enfin, je veux dire, réfléchis. On va se pourrir le week-end, là on part en vacances une semaine, 18 000 € la semaine, tu vas pas te prendre la tête. Oui, ça veut dire quoi? Il me dit pas pour qui il se prend, mais qu'est-ce qu'il croit? Il croit que j'en ai besoin de son fric. Ça c'est le mchon. Le vrai mchon. Vous me suivez ou non? Le négatif,
Le mec qui tourne en rond, qui patouche dans le yaourt en espérant que ça devienne du fromage. Il faut être réactif, il faut avancer, il faut être positif, il faut être en développement, il faut être en mouvement. Comme il a dit Albert, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Albert, que c'est Albert? Qui était une intelligence relative. Ouais. J'ai des panneaux si vous voulez. Donc, en fait, j'ai besoin de votre acuité intellectuelle aiguë dans l'espoir de ne pas rater la prochaine blague pour que moi je l'utilise de manière démagogique pour vous faire passer le prochain message. T'as compris ou non? Donc vous avez peur de rater la prochaine blague. Donc votre cerveau, il est bien à l'écoute. C'est pour ça que les conférenciers, toujours au début, ils parlent doucement. Comme ça, quand vous allez écouter, il va crier. C'est pareil, la vie, elle parle doucement. Quand tu comprends pas les messages, elle t'explique mieux. Mais des fois, elle t'explique violemment. Parce que tu comprends pas, je comprends pas, bon, je vois pas. Alors le patron, il explique bien. Il explique mieux, plus clairement. Ouais. Maintenant, si tu es un peu refif et tu comprends déjà les allusions, on n'a pas besoin de t'expliquer clairement, puisque tu comprends tout de suite. Donc on a dit que Amalek, il a attaqué les bénis d'Israël quand ils étaient dans le désert. Ouais. Alors il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que Amalek, c'est le descendant de Esav. Vous savez, il y a Esav et Yaakov, vous êtes au courant? Ouais. Maintenant, Esav et Yaakov, ce sont les deux pendants, en fait, de toute la création. Je ne sais pas, je ne connais pas votre niveau de connaissance, mais vous savez que Esav et Yaakov sont nés de la même mère, et du même père, qui étaient les deux des tzadikim. De plus, ils étaient frères, d'accord? Et de plus, ils sont nés de la même grossesse, puisqu'ils étaient jumeaux. Bon, la Gemara dit que c'était des faux jumeaux. Maintenant, de vous à moi, je dis ça, ça prouve que la Torah est divine. Parce que si la Torah, elle était écrite par un humain, il aurait marqué, il y avait une tribu de malades, des fous, des psychopathes, des barbares, des faux fanas, ouais. Ils ont produit un gars pourri, un malade mental, un psychopathe, un sociopathe qui s'appelait Esav. Et il y avait une autre famille, des tzadikim, vraiment des gens extraordinaires, la pureté, la lumière, la petite maison dans la prairie. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Ouais. Ils ont produit un Yaakov. Ça aurait été super. Non. La Torah, elle a dit les deux, ils sont nés de la même famille. Bon, ok. Ah, c'est pas grave. Il y en a un qui est né au début, c'est-à-dire quand le jeune couple n'était pas encore développé et tout ça, qui n'était pas très mature, et puis le bébé, il est né, bon, ben, c'est pas grave, ils se connaissaient pas, ils s'aimaient pas, et il y a un Esav qui est né. Et après, plus tard, quand ils se sont connus, qu'il y avait de la solidarité, qu'il y avait de la communion, qu'il y avait de la communication, qu'il y avait de la pureté, ils ont eu un Yaakov. Non, la même grossesse. Ah bon? Ouais, la même grossesse. Et un, il est sorti Esav, avec Amalek, Hitler, Saddam Hussein, ouais. Et l'autre, il est sorti Yaakov, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, Rav Steinman. C'est bizarre, non? Est-ce qu'un arbre, il peut produire des roses et il peut produire des orties? Alors déjà, ici, c'est un enseignement extraordinaire. J'aurais pu venir que pour ça, mais vous auriez dû... Bon, il n'est pas venu des territoires pour parler de Panziru. Moi, j'habite dans les territoires, à la frontière de Saint-Denis et de Sarcelles. Zéléon Matzéa Saïlokim, d'accord? C'est que Yaakov est un tzaddik, oui. Esav, c'est un rachat. Oui, non? Oui. Mais Yaakov, il aurait pu être un rachat. Et Esav, il aurait pu être un tzaddik. Donc ça veut dire, c'est un peu violent, hein. Je sens que vous êtes des gens intelligents, vous allez capter. Ça veut dire qu'en fait, un tzaddik, c'est un rachat qui s'est maîtrisé. Et un rachat, c'est quoi? C'est un tzaddik qui s'est laissé aller, qui ne s'est pas maîtrisé dans ses mauvaises pulsions. C'est pour ça que tu trouves des gens qui sont complètement à côté de la plaque, mais qui ont un très très bon fond. Et des fois, des gens, tu les vois comme ça, que bon, Hachem, les Manachem, bon, Hachem, Manachem. Après, quand tu fouilles un peu, tu dis, c'est ni pour nous, ni pour vous. Vraiment, c'est... Ouais. Ok, vous aimez les petits garçons, mais il ne faut pas les toucher. Donc c'est quoi l'idée? C'est que Esav et Yaakov, ils sont de la même racine. Ils sont en fait les deux éléments de la réalité. Ils sont l'objet et le reflet. C'est pour ça que la Gemara, elle dit quand Yerushalayim, elle monte, Babel, elle descend.
Ouais. Et quand le contraire, quand Yerushalayim elle descend, Babel elle monte. D'accord? Elle peut aller jusqu'à l'oued, ça s'appelle Babel. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que Yaakov et Esav, en fait, ils sont les deux pendants de la réalité. Les deux pendants de la vie. C'est les deux pendants de l'univers. Maintenant, chacun, il a une spiritualité. Parce que ce monde-ci, il existe en double. Ici et en haut. D'accord? En haut, en spirituel, ici en matériel. Pour ça, on dit Yerushalayim Shel Mata, Yerushalayim Shel Ma'ala. Il y a Yerushalayim en bas, Yerushalayim en haut. Mais dans l'univers, c'est pareil. Vous avez tout l'univers, et au fond, vous avez des trous noirs. Et de l'autre côté des trous noirs, vous avez le même univers, mais en énergie inverse. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que Yaakov, on a dit, et Esav sont les pendants l'un de l'autre. Maintenant, quand Yaakov il devait rencontrer Esav, la Torah elle raconte que Yaakov s'est retrouvé seul et toute la nuit s'est battu avec un homme. Bon, je vous la fais en résumé, que cet homme-là, en fait, ils disent les commentaires, c'était Ish. Ish, c'est un homme. Mais Ish, c'est Aleph Shin, c'est le Esh, c'est le feu, et Yud, c'est 10. C'est qu'en fait, c'était une créature de feu du 10e niveau. Maintenant, une créature de feu du 10e niveau, on appelle ça un ange. Et là-bas, le Rahaim Akadosh, il explique que cet ange-là, en fait, c'était l'ange de Esav. Maintenant, chaque personne, elle a un ange. Les Goïms, ils appellent ça la aura. D'accord? En hébreu, on appelle ça aussi le mazal. Ça veut dire que chaque personne, elle a son double spirituel qui l'accompagne. Par exemple, des fois, tu as peur et tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que ton ange, il perçoit un danger que toi, tu ne vois pas. Mais le danger, il arrive après. Ouais. Alors maintenant, l'ange de Esav, c'est l'Yetzirah. Et l'ange de Yaakov, c'est qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. J'exagère, mais si peu. Alors, ça va? Je répète les blagues, mais elles passent quand même. Peut-être un petit côté comme ça, laxatif. Donc, l'ange de Yaakov, il n'y en a pas. C'est Hachem. Parce que les Bnei Israël, ils sont directement en dessous de l'intervention d'Hachem. D'accord? Donc, quand Yaakov, il rencontre Esav, on a dit la veille de rencontrer Esav, il s'est battu toute la nuit avec l'ange de Esav. Mais l'ange de Esav, c'est l'Yetzirah. Essayez de suivre. Ça, vous êtes perdu là ou ça va? Maintenant, la Gemara de Baba Batra, elle dit qu'il y a l'ange, cet ange-là, l'Yetzirah, il a trois facettes. Il a une facette, il s'appelle Yetzirah. Une facette s'appelle Satan, le Shaitan, ouais. Une facette qui s'appelle l'ange de la mort, Malach HaMavet. Maintenant, les trois sont trois facettes d'un seul ange. Pourquoi? Parce que cet ange-là, il a trois fonctions. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a le Yetzirah. D'accord? Je vous fais un petit peu la géographie psycho-spirituelle de la personne. À l'intérieur, bon, il y a la neshama, il y a le corps. Au milieu, il y a le psychique. Le psychique, il est divisé en trois. Il y a le je, moi, ma conscience, ma volonté. Il y a une tendance négative qui s'appelle Yetzirah, une tendance positive qui s'appelle Yetziratov. D'accord? Bon, c'est pas fondamentalement de la religion. Parce que chez Freud, ça s'appelle la zone d'ombre. D'accord? Enfin, j'ai fait un cours sur Esav et Yaakov. Il y a un gars, un psychologue, qui a fait 14 ans d'études de psychologie. Il est venu, il m'a dit, écoutez, Rav, j'ai enfin compris comment la zone d'ombre, expliquée par Lacan, sur les bases de l'enseignement de Freud. Je dis, mais il vient de comprendre. C'est Esav, en fait. Ça fait de la peine pour les 14 ans d'études. Mais bon, des fois, on prend le chemin le plus court. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études et je parle avec des gens de très haut niveau. Parce que le problème des études, c'est que tu n'apprends pas que des choses vraies. Et si tu es bon dans les études, et comme c'est la dernière théorie qui est la vraie, c'est que tout le reste est faux. Maintenant, si la majorité de ce que tu as appris est fausse, donc tu es un spécialiste du faux. Maintenant, si tu as mesuré ta tête à une chose qui est majoritairement faux, comment à la fin tu peux penser vrai? C'est comme si ta règle elle est tordue. Et tous les traits que tu fais ils sont tordus. Tu te dis, c'est pas grave, moi j'avais une bonne intention. Oui, mais le plan il est bizarre. L'immeuble il est. Comment tu l'as appelé? La tour de Pise. C'est un choix, ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons l'Yetzirah. D'accord? L'Yetzirah, c'est celui qui va me proposer d'exister à ma place. D'accord? Si c'est pour vous, c'est trop religieux, vous pouvez l'appeler le confort à la non-existence. D'accord? C'est celui qui est en moi et qui est plus fort que moi.
C'est quand ma colère elle est plus forte que moi, c'est quand ma flemme elle est plus forte que moi, c'est quand mon manque de confiance en moi il est plus fort que moi. Parce que si moi, j'ai pas développé un moi qui soit au moins aussi fort que mon Yetzirara, j'ai un vrai problème, c'est que c'est pas moi qui décide. C'est celui-là qui est assis à l'avant de la voiture. D'accord? Parce que quand les gens ils disent je fais ce que je veux, c'est la plus belle définition de la liberté. Parce que je fais, c'est le jeu extérieur qui fait, et je veux, c'est le jeu intérieur qui veut. Maintenant, quand le jeu intérieur et le jeu extérieur sont les mêmes, on appelle ça être soi-même. Maintenant, si le jeu qui agit et le jeu qui font sont le jeu qui agit et le jeu qui veulent sont les mêmes, donc ça s'appelle que tu es toi-même et que tu vis ta vie. Super. Mais si ton jeu intérieur n'a pas été réalisé dans ton jeu extérieur, parce que ton jeu intérieur c'est un gamin et ton jeu extérieur c'est un Yetzirah, ouais, donc tu vis pas ta vie. Après tu dis bon je l'ai fait mais je le voulais pas, les mots ont dépassé ma pensée, je sais que c'est pas bien mais j'arrive pas à me retenir, donc tu as un vrai problème, c'est que tu vis pas ta vie. Ça, c'est une prière que je faisais quand j'étais en troisième. Je priais toute la journée que Hachem ne me rende pas un CON. Et n'oblige pas à subir des CON. Maintenant, vous savez qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Vous savez ça. Donc, la bonnerie, avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité de s'adapter. Maintenant, d'être inadapté, c'est ça la bonnerie. C'est pas le problème de culture. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont surdiplômés, mais qui sont des CON. C'est des gens qui arrivent à gérer 600 employés, ils n'arrivent pas à gérer 2 enfants. Il y a des gens qui sont DRH chez Ron Poulenc, mais à chaque fois, qui tombent sur des gens qui abusent de leur besoin d'attention et de gentillesse. Voilà, j'en ai marre de faire avoir. Des gens qui abusent de moi. Je comprends pas, tu as une tête, tu as une intuition, tu es une professionnelle. Comment ça se fait que tu te fais avoir à chaque fois? Comment ça se fait que ton efficacité professionnelle ne s'applique pas dans ton domaine émotionnel? Parce que ton jeu et ton jeu n'ont pas les mêmes. Donc tu as développé un jeu extérieur, mais tu n'as pas développé le jeu intérieur. Mais non, le jeu extérieur doit être la projection du jeu intérieur. Donc il faut commencer par le jeu intérieur. C'est ça le jeu de la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit non, le jeu intérieur, non, ça m'intéresse pas, ça me prend la tête, ça me saoule, et de toute façon, je suis pas comme ça, il faut pas m'imposer, et c'est trop dur, et qui a dit? Donc tu es resté un bébé à l'intérieur. Tu es un gros bébé. Ouais. Mais le bébé, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être obligé de prendre les décisions à ta place. Et ça s'appelle ton Yetzirah. C'est pour ça que tu dis c'est plus fort que moi. Donc le vrai problème du rachat, c'est pas qu'il fait des avérotes, c'est qu'il n'est pas vivant. Parce que être vivant, c'est avoir un jeu intérieur assez fort pour que tu puisses influencer tes choix et les réaliser toi-même. Mais si c'est pour arriver à 50 ans et dire, finalement, dans la majorité de mes choix, je n'étais pas moi-même, alors t'étais qui? Combien vous êtes là-dedans? C'est très grave. Et moi, j'avais très peur de ça. Pourtant, j'étais jeune. Hein. J'avais 15 ans. Et je priais de ne pas être un con. J'ai beaucoup prié. Ah, Michel, il m'a écouté en une certaine mesure. Voilà. Mais c'était ça l'idée. C'était de ne pas rater sa vie, en fin de compte. Maintenant, les Yetzirah, il est à l'intérieur. Vous avez compris? Donc, il faut que tu fabriques un jeu qui ait au moins autant de maturité que ton Yetzirah. Sinon, le combat, il est perdu, puisque tu es un gamin à l'intérieur. Maintenant, le Yetzirah, il a ton âge, puisqu'il grandit au fur et à mesure que tu grandis. Mais le Yetzirah Tov et le jeu, ils ne grandissent pas tout seuls. C'est toi qui les fais grandir. Donc, tu peux te retrouver à 34 ans, avec un corps de 34 ans, avec une épreuve de 34 ans, et avec une réaction de 14 ans. D'ailleurs, on te dit, mais tu te conduis vraiment comme un gamin. Mais c'est quoi ce langage de gamine là? C'est quoi cette immaturité incroyable? Ouais, mais je m'en fous, bah, c'est ton problème, et ça me saoule, de toute façon, c'est toujours la faute des autres. Tu t'écoutes parler des fois? Tu sais que les miroirs, ça sert pas juste à s'épiler. Ça sert à se demander, mais c'est qui la fille derrière? C'est qui le gars derrière l'image? Il faut que tu apprennes à le connaître. Ça s'appelle en français établir un portrait robot de son intériorité. Et si tu vas dire, écoute, franchement, j'ai pas la tête, je suis pas tendance psycho, le mec mytho qui réfléchit. Alors je vous dis un truc tout de suite. Je vous le dis, hein, vraiment, vraiment, parce que je vous aime et je veux pas que vous perdiez votre temps. La vie, elle va pas être en fonction de ce que tu crois être. La vie, elle va pas être en fonction de ce que les gens croient que tu es. La vie, elle va pas en fonction de ce que tu aimerais bien qu'il soit. La vie, elle va être en fonction de ce que tu es. Donc ne passe pas ta vie à t'étonner de ce qui t'arrive, alors qu'au fond, ça n'est que le reflet de ce que tu es et de ce que tu projettes. Donc quand tu es complet, tu projettes du complet. Quand tu es incomplet, tu projettes de l'incomplet. Quand tu es incomplet,
tu attires de l'incomplet. Alors ne dis pas, mais c'est quoi cette vie? Mais tu sais qui tu es, non? Ah, tu sais pas qui tu es? Bon, bah alors la vie, ça va être un Kinder surprise. Mais tu vas pas mettre 30 000 euros sur 2 cartes qui sont retournées quand même. Ouais, mais tu sais, des fois, on peut avoir 2 as. Hein. Ouais, mais là, les 2 as, tu les épouses, là. Donc il vaut mieux retourner les cartes, clair, et savoir sur quoi tu mises. Non, tu dis non, faut laisser un petit côté comme ça, un petit côté magique, un petit côté inconnu. Écoute, les inconnus, ils étaient 3 et c'est une vieille histoire. D'accord? Donc, à un moment ou un autre, il faut ouvrir les yeux. Faut pas avoir peur de la transparence. Je vois des gens, ils sont mariés. Hein. Oui, encore mardi soir. Une fille elle était avec un gars, bon, genre ça fait 6 mois, bon, ils font tout ensemble parce qu'ils sont pas religieux. Je dis, mais il veut se marier ou non? Mais il sait pas. Attends, mais si vous êtes assez bonne pour être dans son lit, vous n'êtes pas assez bonne pour être à la roupa? Ouais, mais il sait pas. Moi, je crois que malheureusement, c'est une logique beaucoup plus simple. C'est que quand quelqu'un il mange gratuitement, pourquoi il va demander l'addition? Donc tu lui dis, il n'y a pas écrit buffet à volonté ici. Tu payes d'abord. Tu viens à la roupa, tu vas chez mes parents, tu m'amènes la carte. On fait l'actuva, on fait le mikvé, on fait la soirée. Et après, si tu veux, à l'hôtel, on fera ce que tu veux. Mais pour l'instant, que dalle de rien. Zéro. Et tu es comme ça, un petit peu. Rien. Tu crèves, tu meurs, tu t'étouffes. Va prendre une douche froide. Mange un glaçon. Assis-toi dans une baignoire remplie de glaçons. Qu'est-ce que je te dis, moi? T'es un malade ou quoi? Ouais, mais vous savez, aujourd'hui, les garçons, comme ça, les filles, elles me disent. Ouais, aujourd'hui, les garçons, vous savez, si vous leur donnez rien, ben, ils vont chercher ailleurs. Ben, qui crèvent. Enfin, je veux dire, qui réfléchissent. Quoi, t'es qui, toi? T'es Khat Pahami, toi? T'es une assiette jetable? T'es un mouchoir, t'es quoi? Non. Si on te respecte pas, on t'admirera pas. Et si on t'admirera pas, on t'aimera pas. C'est comme ça. Donc, si tu veux être aimé, il faut être admiré. Et pour être admiré, il faut être respecté. Maintenant, pour être respecté, il faut être respectable. Pour être admiré, il faut être admirable. Et pour être aimé, il faut être aimable. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, c'est trop. C'est trop d'informations. Je pense que vous ne pouvez même pas absorber un tiers. Mais c'est pas grave, parce que le cours il sera enregistré et demain il sera sur Internet. Si vous êtes des gens malins, vous prenez un stylo, vous mettez tout par écrit, vous découpez en 12 séquences et vous en posez une par mois. Et dans un an, on se retrouve et vous allez soigner votre thérapeute. Ah, c'est très riche. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que le Yetzirah, il est à l'intérieur. D'accord? Le Satan, c'est le même ange, mais il est à l'extérieur. C'est lui qui propose la vera. Toi, tu veux fauter. Il faut bien qu'il y ait une folle qui soit prête à fauter. Toi, tu veux voler. Il faut que le vendeur y tourne la tête. Qui c'est qui va t'aider à faire la faute? Le Satan. Vous me suivez ou non? Ouais. Et le Malach HaMavet, l'ange de la mort, c'est celui qui finalise. C'est-à-dire que quand tu as bien écouté le premier, que tu as suivi les conseils du deuxième, le troisième va s'occuper de toi. Ouais. Voilà. Maintenant, il se pose une question fondamentale. Vous avez compris que l'Yetzirah, il est à l'intérieur de l'homme. D'accord? Et moi, juste avant, je vous ai dit que l'ange de Esav, c'est le Yetzirah. Vous me suivez toujours? Et je vous dis que Yaakov, avant de rencontrer Esav, il s'est battu toute la nuit, la veille, avec l'ange de Esav. Vous suivez toujours? Mais si je dis que l'ange de Esav, c'est l'Yetzirah, c'est que Yaakov, il s'est battu toute la nuit avec lui-même. C'est QFD, ce que fait Dieu. Vous avez compris? Oui, non, oui, non. Bon, c'est pas grave si vous avez retenu toute la démonstration. Mais retenez une chose, c'est qu'avant de gagner le combat physique, il faut gagner le combat psychologique. Donc l'examen, il faut que tu le réussisses avant d'aller en salle d'examen. Le match, tu l'as gagné avant d'aller. Ouais. La vente, elle est faite avant que tu rencontres le client. Ce poste, tu vas l'avoir parce que tu veux l'avoir, parce que tu as besoin de l'avoir, parce que tu t'es préparé à l'avoir, parce que tu t'es briefé pour l'avoir, parce que tu connais la boîte, parce que tu te connais, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas aller, tu es un bulldozer. Mais si tu dis, écoute, j'y vais parce qu'il faut y aller, parce que je suis en fin de cycle, et puis finalement j'ai envoyé une lettre, bon, quelque part, je devrais me présenter puisqu'ils m'ont dit de venir. Oh là là,
Toi, tu vas un peu à reculons, toi. Tu dis, bon, je le fais juste pour dire à mon père que je l'ai fait. Il m'avait dit, j'ai pas envie. Attends, je vais en vacances. Ça fait 4 ans que je m'esquinte. Au moins, je prends 6 ans sabbatique. Tu vas rater ton rendez-vous. Ne dis pas après, ouais, c'est un antisémite. Il a vu, euh, il a vu que je m'appelais Myriam de la Croix, donc il a mal pris. Non, il y en a un autre qui a fini sur une croix, pourtant il était chez nous. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que le Yetzer Hara, il est en nous. Mais en même temps, il est devant nous. Donc toi, tu dois savoir anticiper sur les situations pour être sûr que tu pourras déjouer celui à l'intérieur qui t'oblige à être nul et celui à l'extérieur qui te propose de réaliser ta nullité. Maintenant, si tu as construit celui-là et tu n'as pas maîtrisé celui-là, ça ne marche pas. Si tu n'as pas construit celui-là, c'est sûr que tu vas tomber dans le piège de celui-là. C'est sûr. Mais encore une fois, puisque lui, c'est pas toi, donc toi, t'es personne. Et lui, c'est un ange. Donc qui c'est qui a vécu? Personne. C'est pour ça que les gens ils se réveillent à 40 ans en disant mais je crois que j'ai pas vécu ma vie, j'ai jamais été moi-même, ça n'a jamais été mon choix. Mais qui c'est qui t'a maintenu dans le coma pendant 40 ans? Donc c'est ça la tchouva, c'est ça la prise de conscience, c'est ça la maturité. C'est de dire mais j'ai envie de vivre ma vie. Je veux pas être victime de mes lourdeurs, je veux pas être victime de ma flemme. Vous savez qu'il y a des gens qui divorcent par flemme. Tu dis allez lève-toi, appelle-la. Non, pourquoi c'est à moi de faire ça? Elle est partie, la flemme. Tu dis elle a raté ses examens par flemme. Moi il te reste une leçon, révise-la. Ah j'ai pas envie. Il est tombé sur ça. Tu dis le mazal, l'Ainara, le shror de la belle-mère. Non, la glande. La glande. Pourquoi? Parce que quand tu révises tout, ouais, c'est pas que tu as besoin d'apprendre tout, puisque tu vas tomber que sur un sujet. C'est que tu as besoin d'avoir le sentiment que tu as tout fait. Quand tu as tout fait, tu es complet. Quand tu n'as pas tout fait et tu espères que ça va réussir, c'est que tu sais que tu es incomplet et que tu comptes sur l'assistanat de la réalité, ou du hasard, ou de l'ambiance, ou des prières de ta mère, ou des veilleuses de ton père. Non. Parce qu'un jour, ils vont partir, tes parents. Qu'est-ce qui va rester? Ou quelqu'un de nul, ou quelqu'un de construit. Donc, je vous donne le secret, c'est que tu fabriques les parents psychologiques en profitant de la présence des parents physiques. Maintenant, si toi, tu n'as pas profité du caractère de ton père et de la sensibilité de ta mère pour fabriquer ta sensibilité et ton caractère, le jour où ils vont partir, tu es perdu. Tu prends des médicaments, tu n'arrives pas à te remettre, tu n'as plus de projet, tu n'as rien à prouver. Comment ça se fait? Donc, tu n'existais que par rapport à eux. Donc, eux, toi, tu étais le pantin, eux, c'est eux qui tiraient les ficelles. Non, tu as profité de leur présence pour fabriquer ton être. Ça s'appelle l'autonomie. Automobile qui se déplace tout seul, auto-homme, autonome. Bon, c'est un jeu de mots. N'allez pas vérifier dans le dictionnaire, c'est pas la peine. Ouais. Donc ça veut dire que Yaakov, il s'est battu toute la nuit avec l'ange de Esav. Donc en fait, il s'est battu avec lui-même. Maintenant, Amalek, on a dit que c'est un descendant de Esav. Et que l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. Donc l'ange de Amalek, c'est le Yetzer Hara. Ça va toujours. Mais Amalek, le mot Amalek, comme il s'écrit Aïn Mem Lamed Kouf, la valeur numérique, c'est la même que Safek. Et Safek, c'est le doute. D'accord? Donc vous faites Esav, Yaakov, Yetzer Hara, Amalek, Safek. Donc par transitivité, Yetzer Hara, c'est le Safek. Yetzer Hara, c'est le doute. Et le doute, c'est le contraire de l'affirmation. Et nous, on a démarré le cours en parlant de la sérénité de l'affirmation. Que le temple donnait cette capacité d'avoir la sérénité du vrai. Mais il n'y a pas plus beau. Vous savez que la grande névrose qui détruit la société aujourd'hui, c'est le doute. Pourquoi les gens se remplissent de films et d'ambiance et de shit et d'alcool? Parce qu'ils ont des doutes. C'est ça la névrose. Donc quand quelqu'un il a l'assurance d'être dans le vrai, mais il a échappé à toutes les névroses. Moi j'ai fait un peu de philo avant la yeshiva. Bon, pas dans des livres, parce que j'avais peur. Quand j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituée, j'ai dit je ne vais pas apprendre d'un gars qui lui-même a dit ne faites pas ce que je fais, ne faites pas ce que je dis, d'accord? Enfin, ne faites pas ce que je fais. Donc,
Donc, j'ai un peu réfléchi. Bon, j'ai réfléchi. Après, quand je suis arrivé en terminale, le prof, il me disait, ça c'est Goethe, ça c'est Kant, ça c'est Goethe, ça c'est Kant, ça c'est Oppenheimer. Je dis, moi, je sais pas, je peux pas avoir des problèmes avec la famille. Moi, c'est des choses que j'avais trouvées avec ma tête. Quand tu passes 8 à 9 heures à 10 heures par jour à réfléchir, avec un cerveau moyen, tu peux arriver à des résultats. C'est seulement parce que tu as le complexe d'être un élève que tu peux pas imaginer que tu peux être le professeur. Ça va? Donc, et après, je suis rentré à l'Yeshiva. Après, d'accord? Pourquoi je vous ai raconté ça, moi? J'ai eu trop de réflexion par rapport au philosophe. Ouais. Bon, je sais plus. Mais c'est pour dire. Ah oui, oui, oui. Que des fois, à la yeshiva, je montais sur la chaise et je dansais comme ça. Ta, 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 ta. Un jour, le Rav, il est rentré, il m'a vu nu. Il a cru que. Parce qu'il y avait toujours des traces de farine, là. Donc Alors, mon copain, il m'a dit, rien, pourquoi tu danses? Je dis, parce que moi, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup fait de la philo personnelle. Et j'ai vu des beaux mensonges. Ouais, des mensonges, des belles. Des belles et comme il y a des belles vérités, il y a des beaux mensonges. Vous savez, c'est quoi l'horizon? C'est une droite. Et toi, t'es quoi? T'es un point. Entre un point et l'horizon, on peut tracer combien de droites? Une infinité. Maintenant, cette infinité de droites, c'est la relation que tu entretiens avec la réalité. Maintenant, il y a trois catégories de droites. Le vrai, le faux et l'absurde. L'absurde, il est majoritaire. Le faux, il y en a un gros paquet. Et le vrai, il y a quelques traits. Maintenant, toi, tu dois trouver le vrai. Le vrai, c'est quoi? C'est une vérité vraie avec une réalité vraie. Ouais. Donc, il faut que tu sois vrai à l'intérieur et vrai à l'extérieur. Et ça prend du temps. Parce qu'il y a tellement de faux qui sont proposés. Des gens qui ont enseigné des années alors qu'ils savaient que c'était faux. Mais comme ils savaient qu'il n'y avait personne dans l'amphithéâtre qui pouvait prouver le contraire, donc ils ont continué à absorber. Puis les mecs, ils voulaient avoir leur licence, mais ils ont absorbé du faux. Donc quand tu sais que tu es dans le vrai, c'est-à-dire que tu sais que chaque lettre de la Torah, elle est vraie. Tu sais que chaque lettre du Tosfot, il est vrai. Mais tu n'es que dans le vrai. Mais je dansais sur la chaise. Je dansais sur la chaise. Parce que c'était ça mon traumatisme. C'est d'avoir une vie fausse. Et comme je vous dis, faux, c'est inadapté. Inadapté, c'est CON. Ouais. Donc quelqu'un, il va lutter pour vivre vraiment sa vie. Voilà. Maintenant, je vous dis la vérité. Quand tu t'engages envers quelqu'un à ne pas le ou la décevoir, ça sert à rien de dire des mots. Regarde Alina, on est morte des paroles. Paroles, ouais. Il faut donner des garanties. Maintenant, de la même manière, quand toi, tu veux t'auto-convaincre que tu vas devenir ce que tu espères, il faut que tu t'en donnes les moyens. Si tu ne donnes pas les moyens de tes rêves, c'est-à-dire que tu te fous de ta gueule. Tu me dis, j'ai le droit de rêver, j'ai le droit de promettre. Tu peux promettre. Chirac, il a dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Genre, toi, tu promets à quelqu'un, l'autre, il y croit. C'est lui qui est engagé, pas toi. Parce que lui, il y croit. Toi, tu n'y crois pas, tu n'es pas engagé. C'est la vraie définition de l'homme politique. Ouais. Mais toi, normalement, quand tu fais une promesse, c'est parce que tu y crois. Pourquoi? Parce que ta promesse, elle va être le traceur laser de ta réalisation. Donc quand tu t'engages, quand tu promets, après quand tu te donnes les moyens, après quand tu véhicules ton ambition, tu vas arriver au bout. Parce que, vous savez, c'est toujours, aujourd'hui c'est comme ça, ils envoient un commando qui va faire un pointé laser. Et après l'avion de chasse, il vient, il envoie le missile. Et le missile, il est sur la même longueur d'onde, il va aller là où le laser est pointé. Mais ils sont obligés d'envoyer un commando. Le mec, il va aller jusqu'en Irak, ouais, il va aller en face de la base, il va pointer. Parce que dans le noir, le truc, même avec des radars, il ne peut pas savoir exactement où elle est la cible, à 1 mètre près. Mais quand le laser est pointé, et quand le missile il suit le laser, c'est fini. Tu peux faire le Kaddish, tu peux distribuer l'héritage, même s'il n'est pas mort. Parce que c'est fini. Donc en fait, dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu pointes le laser, détermination, ouais, et tu envoies le missile. Réalisation. Et ça marche très bien. Et si tu pointes pas le laser, parce que tu sais pas vraiment ce que tu veux, et t'envoies pas le missile, parce que tu as vraiment des questions existentielles, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être fait? Oh là là, t'as juste un ennemi, un ennemi.
T'as vu celui-là? Le connaissez ou non? C'est une bonne marque. Hein. Foutez pas la narration. Ouais. T'as un ennemi, c'est la trotteuse. C'est pour ça que toujours quand je prends une montre, je veux que les gens ils me disent, oh, regarde, elle est très très belle et tout ça. Moi, j'ai vu la trotteuse. Je veux la trotteuse. Parce que je veux sentir que le temps il passe. Parce que quand tu vois que le temps passe, tu vois que tes parents vieillissent. Alors vas-y, profite d'eux. Tu vois que tes enfants grandissent. Alors vas-y, passe du temps avec eux. Tu vois que ton mariage il avance. Tu vois que le train il va partir. Alors ça te maintient le mouvement. Et si tu vas dire, c'est anxiogène, hein, tu verras toujours que les irresponsables, les immatures et les gens qui font partie du PSG, ce qu'on appelle les gens qui pèsent sur la gueule des autres, ouais, ils n'ont pas de montre. Tu lui dis, mais tu vas arriver en retard. Non, je demande la rue, j'ai mon téléphone, et comment tu fais, Shabbat? Je demande dans la rue, quelle heure il est oh, j'ai raté le train, bon, Tu sais pourquoi? Parce que tu sais qu'il y en a un autre qui regarde l'heure. Donc toi, tu dis, je regarde pas l'heure. Très important, la trotteuse. Très important. Vous savez que le nombre de souffles qu'on doit respirer, il est compté. Donc là, je suis en train de gaspiller un masque pour vous. Donc essayez de les utiliser au mieux. Ouais. Là, c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme les secondes, elles sont comptées, mais c'est pas dans la logique de on va tous mourir. Mais non, c'est le contraire. C'est que quand on te dit que c'est à cause de toi, ouais, toi, tu dois dire, mais ça veut dire que c'est aussi grâce à moi. Ouais. Si on te dit que c'est à cause de toi, ça veut dire que la chose est entre tes mains. Alors vas-y. C'est que si c'est à cause de toi que c'est arrivé, ça veut dire que c'est toi qui peux sauver la situation. Donc tu reviens toujours au même problème. C'est pourquoi tu as choisi de regarder le côté anxiogène de la perte de temps. Pourquoi tu n'as pas regardé le côté dynamique de la trotteuse? C'est dynamisant. Je me suis dit, non. Quand tu dis à quelqu'un, il te reste 6 mois, ben, le mec, il prend le programme, il le divise par 6 mois, par jour, par heure, il sait qu'est-ce qu'il doit faire chaque jour. Alors que l'autre, il dit, ah non, commence pas à me dire, 6 mois, ouf, ça me stresse. Donc il va à la plage, il perd son temps, il se lève à 4 heures du matin, il regarde des vidéos débiles. Puis après, il arrive à la veille de l'examen, il dit, quoi? Il faut apprendre tout ça? Mais tu sais qu'il y a un truc que tu as réussi du premier coup, toi. C'est quoi? C'est raté. T'as raté du premier coup. Quoi, la carotte, vraiment. T'as dû t'entraîner pour arriver à un résultat pareil. Parce que vous avez compris que les gens qui arrivent à l'heure, c'est les gens qui partent à l'avance. C'est pas les gens qui viennent à l'heure. Parce que quand tu arrives à l'heure, pour prendre un train, à l'heure, le train il part. À l'heure. Et ça, c'est frustrant. Moi, je prends le train en moyenne 1 ou 2 fois par semaine. Il n'y a pas plus frustrant d'arriver à la gare en sueur, avec une valise qui est lourde comme un frigo, d'arriver sur le quai où il n'y a pas d'escalator, et que tu vois la pente du Guéhinam, et que tu arrives en haut, et que tu vois le train partir. Tu dis, dommage, je ne suis pas mort hier. Et tu comprends pas parce que tu es venu à l'heure. Mais c'est ça ton problème, tu es venu à l'heure. Il faut pas venir à l'heure, il faut venir à l'avance. D'accord? Donc l'examen, tu l'as préparé à l'avance. Moi, à 14 ans, j'ai commencé à réfléchir au mariage. Je dis, je dis, mais attends, le plus grand choix de la vie, c'est le mariage. Ouais, l'autre, il est baha. Et bien, ce coup, il se réveille et dit, il faut que je me marie. Je vois Calimero, il sort de la... Ouais. Je dis, non, tu réfléchis avant. Ouais, le choix de la personne, le niveau de la personne, en quoi elle te correspond. Est-ce que tu acceptes qu'elle ait le même niveau de manque que le niveau de qualité? Est-ce qu'elle te ressemble par définition? Ouais. Est-ce qu'elle va te ressembler par mimétisme ou par complémentarité? D'accord? Est-ce qu'elle te fait grandir, elle te fait avancer parce que tu es un boulet? Est-ce que c'est toi qui vas l'attirer? Est-ce que c'est vous au même niveau d'existence? Est-ce que vous êtes au même niveau de maturité? Il y en a des questions à se poser. Les gens, ils arrivent comme ça. Elle te plaît? Ouais, elle me plaît. Elle a des bonnes midotes? Oui, 80, 60, 90. Non, ça, c'est pas des midotes, c'est des mensurations. Excuse-moi, un lapsus. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Même les Bahourim, ils demandent des bonnes midotes. Je dis, tu veux pas une photo aussi? C'est très grave. Non, parce que quand on s'attache au superficiel, en général, c'est qu'on est superficiel. C'est rare, le contraire. Ouais. Non, le superficiel, il va passer. Qu'est-ce qui va rester? L'essentiel.
Maintenant, il faut juste savoir que les solutions superficielles ne règlent pas les problèmes essentiels. Maintenant, même les gens superficiels ont des problèmes essentiels. Mais seulement comme ils sont paresseux, donc ils vont chercher des solutions superficielles à leurs problèmes essentiels. Donc leurs problèmes essentiels ne se règlent pas. Donc ils multiplient encore les efforts de superficialité dans l'espoir de masquer leurs problèmes essentiels. Mais on ne peut pas soigner un cancer avec de la crème Nivea, même si c'est un cancer de la peau. Ouais. On peut pas fabriquer de la maturité avec des feuilletons télé. Ou en suivant régulièrement The Voice. Ok, tu as le droit de te détendre, tu peux écouter une musique. Mais tu peux pas dire que c'est ça qui va régler tes problèmes, parce que tu as passé un bon moment. Donc l'idée, c'est ça. C'est que plus moi, je le vis de manière anticipée et de manière, attention, positive, parce que je vous développe la dimension anxiogène, parce que je vous oblige à aller dans des endroits où vous ne voulez pas aller. D'accord? Mais vous savez, le gars, il s'est angoissé de traverser l'Amazonie. Mais quand il ressort de l'Amazonie, c'est pas le même homme. Donc il faut aller aux endroits où on a peur. Moi, j'avais un copain qui était immense, c'était une masse. Et le médecin comment je dis, Diagnostiqué. non pas diagnostiqué, prescrit d'aller voir des films d'horreur. Il allait voir des films d'horreur, des films d'horreur, des films d'horreur. Et en fait, la peur, elle a musclé son cœur. Il a dit sinon, parce que tu as un cœur qui est mal proportionné par rapport à ta masse, donc tu vas mourir d'un arrêt cardiaque. Donc le mec, il a musclé, il a gonflé son cœur à force d'avoir peur. Du coup, tout le monde pleurait dans les films d'horreur et lui, il attendait qu'il se passe quelque chose. Parce que c'est exactement pareil. Comme tu peux muscler ton cœur, tu peux aussi muscler tes nerfs pour avoir de la patience. Tu peux muscler ta patience pour ne pas avoir de la colère. Tu peux muscler ta vision positive pour ne pas avoir une vision négative. Tu peux muscler ta imuna pour ne pas avoir de problème de doute. Mais si tu veux pas faire de musculation, ne t'étonne pas d'avoir un claquage toutes les 3 minutes. D'avoir le mal partout, d'avoir des courbatures, de dire ah, c'est trop difficile, j'en peux plus, personne ne veut prendre le relais. Mais c'est entre tes mains, fais du sport, fais de la muscule, travaille ta tête, entretiens ton moral. Tu fais ce travail-là. Automatiquement, la vie, elle est facile. Parce que vous avez bien compris que quelqu'un qui peut soulever 170 kilos, pour lui, c'est rien une valise de 20 kilos. Mais celui qui trouve des prétextes pour éviter de porter une valise, ouais, celui-là, même un stylo, ça le tue. Un stylo, tu dis, prends le stylo. On a vraiment besoin d'un stylo, on ne peut pas retenir. Imagine quand tu vas lui demander d'assumer un 5e enfant, alors qu'est-ce qu'il va faire si déjà un stylo trouve ça lourd? Vous avez compris l'idée, ouais. L'idée, c'est que Amalek a attaqué les bénis Israël quand ils étaient dans le désert. Donc quand est-ce que le Yetzer Hara t'attaque? Quand tu es jeune. Maintenant, quand j'ai parlé d'enfance et d'adolescence et d'adulte, j'ai pas dit quel âge. Je sais pas si vous... Ouais. Donc quelqu'un qui rêve, c'est un enfant. Quelqu'un qui assume, c'est un adulte. Quelqu'un qui vit la difficile obligation de quitter le monde du rêve pour entrer dans le monde des adultes, avec un point culminant qu'on appelle la crise d'adolescence, s'appelle l'adolescent. Maintenant, quelqu'un il peut faire sa crise d'adolescence à 40 ans. Ça s'appelle l'adultère. La remise en cause. Genre, j'ai droit à autre chose, j'ai droit à mieux. Tu te calmes, Maurice. T'as 5 enfants, tu vas prendre une douche, tu t'assois. Ouais. Ou quelqu'un, il peut être dans l'enfance à 70 ans. Il continue à regarder les feuilletons et à pleurer sur les chansons de Michel Delpech. Il dit, ça va, Marlou, ça y est, il faut grandir. Ouais. Ou quelqu'un, il peut être dans l'adolescence toute sa vie. Toute sa vie, il est révolté, ouais, c'est pas normal, je suis pas d'accord, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, où il était mon père, le mec, ils sont en révolte tout le temps. Alors l'autre, il est en révolte intellectuelle, genre j'ai des questions, mais il a peur des réponses. Et ça, moi, quand j'avais 17 ans, j'allais parler avec des 4e années d'Hippocane. Ils s'énervaient parce que moi j'avais 17 ans, ils avaient 28 ans. Mais moi, j'avais pas d'argumentaire, mais j'avais une machine à réfléchir. Eux, ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas la machine. Du coup, ils s'arrêtaient. Alors, ils s'énervaient, de toute façon, t'es un gamin. Je dis, pourquoi tu me dis que t'es un gamin? Parce que t'as plus d'argumentaire. Alors, au début, tu me dis, c'est intéressant comment tu développes, et après, tu me dis, t'es un nul. Donc, quand tu passes dans le psychiatrique, c'est qu'en général, t'as fini avec l'intello. Et toute la vie, c'est pareil. Est-ce que c'est ton psychiatrique qui va te maîtriser, ou est-ce que c'est ton cerveau qui va gérer? Tu décides. Donc, Hachem nous a donné des bons cerveaux. Ouais. Il faut les muscler, il faut les travailler pour atteindre une autonomie. Il nous a donné des cœurs. C'est aussi, il faut les travailler, les muscler pour leur donner une autonomie. Il faut une autonomie émotionnelle, il faut une autonomie intellectuelle. Il faut une autonomie spirituelle.
Vous êtes juif, oui? Non? Oui? En tout cas, les garçons, déjà, à 8 jours, on a coupé court à la discussion. D'accord? Donc, c'est dommage d'être juif pour être goy. C'est dommage. Tu aurais pu naître du tilleul, en Picardie, d'accord? T'es né Bokobza dans le 19e, ou à Tunis. Enfin, tu es tunisien. Non, pas du tout. Si. Donc, tu es juif, tu es un sale juif. Donc, tu dois assumer ton judaïsme. Ben, le judaïsme, c'est la Torah. Tu peux dire non, il y a le complet poisson, il y a. Non. Le strudel, non, non. Ah Woody Allen, non. At Natania, non. Le judaïsme, c'est la Torah. Il y en a qui ont essayé autre chose, ils ont eu des problèmes. Maintenant, tu es censé savoir. Nul n'est censé ignorer la foi. Donc ta foi doit être sur une base de connaissances. Vas-y, casse-toi la tête. Va apprendre. Tu sais pas. Dommage. Après, il va te rester la maladie si j'avais su. Ouais. Donc tu dois développer ta dimension spirituelle juive. Tu dois développer ta dimension psychologique personnelle. Tu dois être construit, tu dois être construit, tu dois être fort, tu dois être clair, tu dois savoir ce que tu veux, ce que tu penses, où tu es, qui tu es, qu'est-ce qui est bien en toi, qu'est-ce qui est mauvais en toi. Tu dois connaître tes forces, tu dois connaître tes faiblesses, tu dois utiliser tes handicaps, tu dois optimiser tes défauts, tu dois optimiser tes qualités, tu dois pousser au meilleur tes capacités. Donc toute ta silhouette psychologique, elle doit être complète. Et ta silhouette physique, pareil. D'accord? Tu dois être bien dans ta peau, tu dois être bien dans ton corps, tu dois savoir pourquoi tu manges, pourquoi tu bois, pourquoi tu dois aller dormir. Donc maintenant, quand les 3 dimensions sont développées, tu es un être complet. Ben, tu sais, Yaakov Shalem. Yaakov est sorti entier. Et Shalem, c'est Shalom. Et Shalom, c'est la paix. Et Shalem, c'est entier. Et entier, c'est le contraire de manquant. Et manquant, c'est Chasser. Et Chasser, c'est le deuxième nom du Yetzirah. C'est-à-dire qu'en fait, le Yetzirah, c'est tes manques. Donc celui qui connaît ses manques, il se connaît lui-même. Tu sais pourquoi? Parce que la vie, elle va t'éprouver sur tes manques. Donc celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Donc si toi tu manques d'attention, attention parce qu'on va t'envoyer un gars qui donne plein d'attention. Si toi tu manques d'assurance, on va t'envoyer quelqu'un qui va te donner de l'assurance. Ouais. Cette bouteille, vous la voyez ou non? Là, vous la voyez? Oui, non? Elle contient 50 centilitres, normalement. Je n'arrive pas à le trouver, mais ça doit être marqué quelque part. 50, c'est ça? Elle contient 50, voilà. Elle contient 50 centilitres. Attention, si je la vide dans le verre, enfin disons dans les 2 verres, ouais, il y a combien dans les 2 verres? Je vais peut-être baisser le niveau. Ouais. Il y a 50 centilitres, d'accord? C'est pas grave. Bon, disons, j'ai une bassine. Je verse toute la bouteille dans la bassine. Il y a combien dans la bassine? 50 centilitres. Combien il manque dans la bouteille? 50. Combien il manque? Il manque ça. Ouais. J'ai fini. Hein. Moi, j'ai arrêté le cours depuis tout à l'heure. Hein. J'ai lu pour moi, perso. Ouais. Non, je vous donne des éléments en plus. Regardez. La bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Ce que tu trouves dans ta vie, c'est exactement ce qui manque en toi. Et si tu vas dire, mais comment c'est possible que Hachem, il m'envoie exactement ce qui me manque? Alors, dans le bien, il t'envoie ce qui te manque. C'est bien, ouais. Mais dans le mal aussi, il t'envoie ce qui te manque, le Yetzirah. D'accord? Donc, celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Après, tu dis, ouais, mais je tombe toujours sur des garçons qui se moquent de moi. Tu dis, mais t'as un petit côté nia, toi aussi, pour pas dire Khmara. Quand elle me dit, mais Rav, je tombe que sur des malades. Je dis, oui, mais t'as un petit côté infirmière. T'aimes bien materner, prendre en charge. Genre, tu te prends pour Mère Teresa. Je vais le ramener à la Torah, je vais le sauver de la drogue. Mais sa mère n'a pas réussi. Son psy n'a pas réussi. Son directeur d'école s'est suicidé. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Moi, j'en ai plein, des comme ça, plein. Il me dit, Chétri, mais moi, je suis là pour lui. Peut-être qu'Hachem m'a envoyé. C'est ma mission. Je dis, mais moi, je suis dans la Teshuvah. Moi, ouais. Depuis 25 ans. Je peux te dire que c'est minimum 5 ans. 5 ans pour un garçon qui vient de loin, de chez rien. Et au minimum, et 3 ans pour une fille. Parce que la fille, ça va beaucoup plus vite que le garçon. Ouais. Maintenant, moi, dans la Teshuvah, je ne parle pas seulement de manger caché, de mettre les tefilines. Moi, je parle de la maturité, de l'équilibre personnel, d'avoir une relation avec le divin qui est mature. Je parle pas, moi, de mettre un chapeau, une barbe et crier au Faradsta. Non, c'est rien, ça. Tu bois 3 verres de vodka, t'es racide. Ouais, non.
On parle un vrai travail de construction personnelle. Donc moi, je sais que c'est très dur et c'est ma spécialité. Et toi, que tu es nia et en plus que tu es déjà influencé par le fait que tu es amoureuse, tu crois que tu vas le faire pour l'autre. C'est l'autre qui va te faire rêver, qui va faire tu vois pour que toi tu lui donnes autre chose en nature. Non, tu dis on arrête tes frais. La teshuva, tu l'as fait avec le rave. Et moi, tu reviens chez moi quand tu as un produit fini. Et si tu dis, oui, mais si on est au même niveau, si vous êtes au même niveau, vous grandissez ensemble. C'est pas grave. Parce que les deux ailes qui partent de Paris à Tel Aviv, elles restent accrochées à l'avion. Mais si quand tu arrives à Tel Aviv, tu vois que l'autre aile, elle est restée à Paris, que ça va être la vie comme ça. Ça s'appelle un couple à deux vitesses. Ouais. Donc vous faites l'inverse. Vous dites, on évolue ensemble. Alors, plein de gens, ils me disent, écoutez, encore la semaine dernière, même pas, hier, je sais plus, avant-hier, un garçon m'a dit, écoutez, la fille, elle est super, mais elle connaît rien. Elle me dit, attends, reste pas tranquille, je mange pas cachère, fais pas kippo. Je dis, mais toi, ben, moi je fais le Talmud Torah, je mange cachère. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous sur la photo? Ouais, pourquoi pas, l'amour n'a pas de barrière, l'amour n'a pas de frontières. Attends, mais tu confonds le Talmud avec les carambars, toi. Non, parce que dans les carambars, avant, il y avait des proverbes, ouais. Non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est compatible ou pas compatible. Alors nous, dans le Shalom Bayit, ce qu'on voit, on retrouve la racine des problèmes qui se passent après. Mais la racine des problèmes qui se passent après, oui, avant, ça s'appelle des signes avant-coureurs. Vous me suivez, ou non? Alors, si tu vas me dire, oui, mais ça va venir petit à petit. Mais attends, tu vas te marier, tu vas dire, mon amour, c'est quoi la pizza? Ah, c'est des lardons. Mais tu t'as acheté une pizza au lardon? Oh, tu vas pas nous saouler avec ta cache-route. Ça va être compliqué. Tu dis, ouais, mais il faut qu'elle grandisse à son rythme. Oui, mais les enfants aussi grandissent. Ils voient deux vérités, eux. Si on a deux parents idiots, on peut devenir ou idiot ou intelligent. Si on a deux parents intelligents, on peut devenir ou intelligent ou idiot. Mais si on a des parents, un intelligent, un idiot, c'est foutu. Parce que tu vas être tout le temps bancal. Donc la logique, c'est ça. C'est que Hachem, il a donné le Beth Amikdash pour que la personne, elle trouve la référence de l'affirmation. Maintenant, on a perdu le Beth Amikdash. Alors Hachem, il a dit, Kol mi sheyesh bo dea, keilu nivne Beth Amikdash beyamav. C'est comme s'il a été construit, celui qui a la DA, on a compris maintenant, celui qui a la maturité, celui qui a la connaissance vécue, celui qui a la conscience, celui qui a la réalité, ouais, dans la Torah. Alors, c'est comme s'il avait... Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin des repères, on a besoin de la clarté. Maintenant, cette société, elle est complètement cinglée. Même les sociologues, ouais, ils disent que la société manque de sens. Pourtant, ils sont goy, ils n'ont pas étudié, ils mettent pas les tefilines. Mais ils te disent, le problème, c'est qu'il n'y a pas de sens. Comme il n'y a pas de sens, il n'y a pas de projet. Donc les gens, ils pensent à faire du fric, ils pensent à se défoncer à la coke, ils pensent à trouver de la plus belle meuf, ils pensent à faire les vacances de folie. Mais ça n'a pas de sens. C'est insensé. Ouais. Donc les gens, pour lutter contre le côté insensé de leur vécu, ils rajoutent de l'insensé encore. Encore une plus grosse défonce. Maintenant, tu rajoutes encore la vodka, tu rajoutes avec les amphétamines et tu rajoutes avec le shit. Ah, ça va encore une défonce encore plus grande. Mais t'as pas compris. Plus tu sors de la réalité, plus le réveil est brutal. Donc tu as deux solutions. Soit tu te réveilles pas, ce qui est une solution aussi. C'est que là, tu sens que tu atteins la dose qui est vraiment ouais. Overdose, c'est connu, ouais. Soit tu te réveilles. Mais quand tu te réveilles, malheureusement, tu te rends compte que le rêve dont tu es arrivé, en fin de compte, c'est un cauchemar. Donc la seule solution pour éviter la désillusion, c'est d'éviter les illusions. Parce que illusion, désillusion, télévision. Tu t'es illusionné qu'il était super, tu l'épouses, tu te rends compte que c'est pas ça, il te reste les feux de l'amour. Les filles, c'est pareil. Moi, je leur dis, ne vous maquillez pas trop au mariage. La fille, elle se maquille, elle se maquille, elle se maquille. Le lendemain, un matin, après la noce, elle sort de la salle de bain. Le mec, il voit une vieille sortir, il dit, madame, vous êtes qui? Elle dit, mais t'es fou, c'est moi, c'est ta femme. Tu peux pas épouser Cléopâtre et rencontrer le lendemain la momie. C'est pas possible, d'accord? Donc, tu vas mettre juste ce qu'il faut. Tu mets un petit trait, tu mets un petit peu de rose.
Ok, tu as une beauté naturelle extraordinaire. Ouais, mais si tu nous fais ouah, le ravalement, on peut pas. D'accord? Alors, comme tu peux faire un ravalement de maquillage, tu peux faire aussi un ravalement de tes chouvas. Tu as des mecs en 3 mois, ils deviennent Hassid. Mais ils ont juste repeint. Mais ils sont restés les mêmes. D'ailleurs, ils continuent à fumer des joints, mais ils revotent Shabbat. C'est pas comme ça, Hazvi Shalom. On n'est pas des régimes. Hein. Les radodis. Ouais. Mais tu fumes un joint, t'as pas changé. T'as le même niveau de dépendance. C'est pour ça qu'ils préfèrent choisir un rave qui est mort. Comme ça, ils savent qu'ils ne seront pas engueulés. Ouais. Non, une personne, elle doit être dans un rapport de conscience, dans un rapport de volonté, dans un rapport de connaissance. Avoir une religion qui est dynamique, qui est vivante. Elle doit faire du sport, elle doit rencontrer des gens, elle doit se faire plaisir, elle doit écouter de la musique, elle doit évoluer dans son couple, elle doit faire des voyages. Il faut. C'est obligé d'être normal. C'est obligé. Maintenant, ne croyez pas qu'être normal, c'est simple. C'est très facile d'aller dans un extrême ou dans un autre. Maintenant que tu fumes des joints toute la journée, ou tu t'enfermes avec un télim, dans les deux cas, tu es sorti de la normalité. Il ne faut pas avoir peur. Mais pour affronter le grand froid, achète-toi un bon manteau. Tu veux faire de l'alpinisme, ne va pas acheter ton matériel chez Tati. Va au vieux campeur, là-bas, ils vont te donner des cordes qui tiennent à -20. Ouais. C'est que chacun réfléchit que le voyage, il n'est pas facile, il est long, mais que Baruch Hashem, on a des millions et des millions et des millions de personnes qui ont fait ce voyage. On les appelle les tzadikim. Mais ils étaient malins, les gars. Ils ont pris le matériel avec eux. C'est pas qu'arriver en haut de l'Everest, il dit j'aurais dû prendre un manteau. Non, celui-là, il est morgelé. Comme a dit le professeur Picard, un congelé vaut mieux que 2 tu auras. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que vous partez pour un chemin extraordinaire qui s'appelle la vie. D'ailleurs, je suis jaloux de vous parce que vous êtes tout jeune, tout frais, tout pur. Ouais. Moi, je suis vieux déjà. Ouais. Donc bon, j'ai fait pas mal de chemins. Mais je suis jaloux de vous que vous avez encore le chemin devant vous parce que moi, je voudrais faire mieux que ce que j'ai fait. Mais vous avez encore le choix parce que le choix, il est devant vous. Moi, le choix, il est un peu derrière moi. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que si vous avez cette intelligence de chercher la clarté dans la connaissance, avec l'étude de la Torah, dans la vérité, avec un véritable travail sur soi, et dans un équilibre physique, en vous pourrissant la vie, en ne vous pourrissant pas la vie avec des matières bizarres et des comportements bizarres. Moi, je sais pas, je suis né en 61, mais nous, à notre époque, quelqu'un qui buvait 3 verres de vin à la fin d'un repas, on appelait ça un ivrogne. Aujourd'hui, on appelle ça un chebran. T'es branché maintenant. Mais quel t'es branché? T'es décalqué de la tête. Ça ralentit le cerveau. Alors déjà, quelqu'un qui est clair, qui est fort, qui est pur, qui est intelligent, qui est réactif, qui est investi et qui est vrai, et qui est chacham, il a du mal. Alors quelqu'un qui est bête, qui est lourd, qui est bourré, qui a le cerveau déchiré, qui est mal dans sa tête, qui est bourré de complexes et qui vit dans le regard des autres, il reste une solution. Ça s'appelle Itgadal, Vitkadash, Shemeram. Donc je vous souhaite beaucoup de vie, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de nachat, qu'Hachem il vous envoie la bonne personne, pas parce que c'est bien pour vous, mais parce que vous le méritez, et pour le mériter, il faut être méritant, ouais. Et à ce moment-là, après, c'est facile, tout est facile, du moment qu'on est la bonne personne et qu'on fait les bons choix. Hazak ou Baruch. Est-ce que vous avez des questions? C'est le même prix. Non 1h43.